Mais vous savez, il ne faut pas parler théoriquement des films. Il faut les faire, il faut les montrer, c'est tout. À mesure que les femmes se familiarisent avec la technique et la possèdent naturellement, on change aussi le cinéma. Moi, j'aime bien dire aux acteurs que j'entends le bruit de leurs pensées, comme si c'était des cric-crac mécaniques. Oui, je crois que de toute façon, il est difficile à notre époque de ne pas être influencé par le cinéma. Bonjour à tous et bienvenue dans Cinésphère, l'émission qui réunit les copains autour du cinéma. Et aujourd'hui, pour m'accompagner, j'ai Erwan, Benjamin et Cassandre. Bonjour. Salut. Bonjour Mickaël, bonjour Cassandre, bonjour Erwan. Aujourd'hui, nous allons parler... Benjamin. Aujourd'hui, nous allons parler des films qui sont tirés d'une histoire vraie ou des biopics, des films historiques tout simplement, et se poser la question un petit peu de savoir est-ce que c'est bien de romancer ces films-là ou est-ce qu'il faudrait parfois faire attention à ce qu'on fait parce que les gens vont prendre ça pour une vérité absolue même quand c'est faux. Donc avant de se poser toutes ces questions-là, nous allons, je vais vous demander un petit peu qu'est-ce que vous avez vu ces derniers temps, Benjamin. Oui, alors moi j'ai vu deux films récemment au cinéma, un bien et un nul. Je commence par le nul, comme ça on finit par la bonne note. Non, j'ai vu Thunderbolts, voilà, où j'ai entendu plein de gens, donc le dernier Marvel, où j'ai entendu pas mal de gens qui disaient que c'était très bien. Alors il y avait ce côté où c'est très bien, ou alors c'est pas mal pour du Marvel. Il y a un peu ce côté-là. Et bon, moi, dans les deux cas, ça m'a pas parlé, hein, même pour du Marvel. Bon, c'est vrai que je suis pas toujours fan, mais j'ai vu quand même mieux, heureusement. Mais voilà. Tout n'est pas à jeter, mais je me suis globalement bien ennuyé durant la première partie. Ça met beaucoup de temps à se lancer. Et après, il y a tous les défauts que je trouve au film Marvel. D'habitude, voilà, trop de blagues, des personnages pas toujours très intéressants. Il y a un méchant à la fin qui est quand même assez badass et il y a des trucs qui changent un peu. Ça parle un peu de dépression, ça parle un peu de trucs un peu plus psychologiques, donc ça c'est cool. Mais ça arrive quand même à la moitié du film, quoi. Donc la première moitié, on essaye de te présenter des personnages à qui tu dois t'attacher, mais bon, ça n'a pas du tout marché sur moi, donc voilà, je suis passé à côté. Quand j'y pense, mais, attends, avant tout, mais quand oui. j'y pense, je crois que la dernière fois que je t'ai entendu dire du bien d'un film Marvel, et ça remonte, je crois que c'est Doctor Strange 2. Ah, j'avais trouvé cool, ouais. Ouais, mais je crois que c'est le dernier. Doctor Après, Strange. j'ai pas l'impression que tu m'as Ouais. dit du bien. Hein. Bah, il y en a apparemment, il y a pas mal de gens qui ont craché un peu sur Spider-Man No Way Home. Je sais plus si Doctor Strange 2 est après No Way Home, mais je crois que je sais plus. Mais bref, c'est les deux derniers que moi j'avais bien aimé le Spider-Man avec le fan service de tous les autres et tout. Ça m'a voilà. Je suis pas fan de fan service d'habitude. Voilà, j'ai pas trouvé que c'était spécialement mal fait, donc ça a marché sur moi un peu. Et voilà, mis à part ça, j'ai quand même trouvé que le film tenait la route. Mais sinon, j'ai vu un autre film avec mon ami Erwan ici présent il y a une semaine, et c'est L'amour, c'est surcoté. Donc un film français avec Laura Felpin et Hakim Djebili, qui est donc une comédie romantique à la française. Et ça fait plaisir de voir ça parce que alors ça existe hein, en France. C'est vrai qu'il y a pas mal de trucs très clichés aux États-Unis et tout. Mais voilà, ça fait toujours plaisir de voir une comédie dramatique qui est bien dosée dans le côté où tu rigoles bien, mais il y a quand même pas mal de points dramatiques et tout. Et du coup, c'est super intéressant. Les personnages sont très attachants. Le duo d'acteurs là est très très bon et tu t'attaches très vite à eux. Et voilà, ça parle de jolies choses avec plein de bonnes blagues. On a beaucoup rigolé. Et voilà, donc c'est cool. Voilà, c'est plein de bonnes choses et c'est un film qui fait du bien, je dirais. Voilà. Ouais, c'est vrai qu'il fait beaucoup de bien ce film et puis ça fait aussi ça rassure tous les jeunes acteurs qui n'arrivent pas à articuler. Regardez Hakim Djebili a fait une carrière sans articulation. Donc c'est vrai qu'il y a un petit quart d'heure de réglage des oreilles, parce que c'est vrai que les premières phrases qu'il dit, tu fais wow, ça va durer comme ça pendant tout le film, et après ton oreille s'habitue un peu et ça va, mais c'est vrai qu'au début, ouais. Ok. Cassandre.
Alors moi je regarde pas des tonnes de trucs en ce moment, je suis en train de geeker. Et je geek avec acharnement sur le jeu qui s'appelle Clair Obscur Expédition 33. C'est un jeu qui cartonne en ce moment. Il est sorti il y a peut-être un mois et il cartonne à fond. Franchement, il est génial. L'histoire est top, la narration est vraiment cool. Et les gens parlent du fait que ça évoque un peu l'attaque des Titans. Et je comprends pourquoi ils disent ça. Je sais pas si du coup vous connaissez l'attaque des Titans. Un peu, ouais. Ouais, de nom. Et, Enfin, un peu, oui, j'ai vu. et du coup, il y a beaucoup de Final Fantasy aussi dans le gameplay, les vieux Final Fantasy. Oui, il paraît que c'est du tour par tour, ouais. C'est ça, mais même d'autres références. Par exemple, il y a le Pampa qui est assez connu. Enfin, moi, j'ai surtout joué au Final Fantasy X. Et le Pampa, c'est un petit cactus qui se barre au bout de 3 tours. Parce que. Enfin, voilà, parce que. Donc, tu dois le tuer très vite si tu veux arriver à le tuer. Et en fait, dans Clair Obscur, ils ont fait la même chose, mais avec une créature qui s'appelle la pétanque. Avec un K à la fin. Et c'est une boule de pétanque géante. Si on n'a pas compris que c'était français. Bien. C'est vrai, c'est ça ce que j'allais dire. C'est bien un jeu français. Ho, ho, ho. Voilà, donc marinière, baguette de pain, on a toutes les références phares. Tout commence dans la ville qui s'appelle la ville Lumière, qui est une sorte de Paris vieilli, enfin un peu un vieux Paris. Donc les références abondent. Et du coup, et on se bat à coups de ballon de rugby, bien sûr. Ça aurait été drôle, remarque, mais on n'est pas parti sur le Final Fantasy à ce point. Donc du coup, vraiment cool. L'histoire est géniale, les personnages sont très attachants, tous. Et du coup, j'avoue que moi qui aime les jeux narratifs, je me régale à y jouer. Ok, carrément. C'est vrai que quand j'en avais entendu parler du coup par le JDG, ça donnait vraiment envie. Ouais. Erwan. Eh bien, moi, ce n'est pas un film que je vais recommander, quoique je vous recommande le film qui a subi cet affront, je veux dire, au cinéma. Voilà, c'est The Breakfast Club. D'ailleurs, si vous l'avez pas vu, je vous encourage à le regarder. Au moins pour l'historique de le premier Team Movie. J'ai tellement pas aimé Ferris Bueller que je me suis dit, je suis sûr que c'est dans le même genre que Ferris Bueller et du coup je ne veux pas le voir. Tu vois. Voilà, c'est les années 80. Et le propos d'ailleurs n'est pas de savoir si on aime ou on n'aime pas le film. Le propos c'est un disclaimer sur comment regarder un film. Alors chacun regarde son film comme il le veut. Hein. Mais j'ai subi les malencontreuses aventures d'une personne qui jugeait bon de croire qu'elle travaillait pour les cahiers du cinéma. Et qui a passé l'heure 40 de ce film, et c'est très long, 1h40, à critiquer ce même film et à dire à quel point il était nul, à attendre et tout ça. Et alors, c'est compréhensible. Je veux dire, quand on n'aime pas un film, on n'aime pas un film. Enfin, je veux dire, il n'y a pas de honte là-dessus. Mais en fait, le problème, c'est qu'en faisant ça, eh bien, tu détruis toute forme de débat parce qu'en fait, la personne qui soit aime le film, lui, veut regarder le film. Et en fait, accumule comme une cocotte minute et à la fin en fait il n'y a pas de débat possible ou alors il faut être un moine Shaolin parce qu'en fait tu t'énerves très vite et du coup il n'y a pas de débat. Donc je mettais un disclaimer: si vous n'aimez pas un film, taisez-vous ou partez, ou alors taisez-vous et gardez-vous et à la fin du film on en parle, mais je vous en supplie, soyez des gens correct, respecter le cinéma. Mais merci. Tu n'as pas pu, mais même respecter l'être humain tout simplement. Tu voilà. n'as pas pu lui dire à cette personne de se calmer et de dire tu peux par contre garder ça pour toi et on en parle après. C'était pas quelqu'un d'assez proche pour pouvoir le dire. Ouais, voilà, je pense que oui, voilà, c'était pas. Et puis, connaissant la personne, elle aurait pu vite se vexer, donc voilà. Mais je préfère du coup laver mon linge sale en public. Okay. C'est mieux. Non, mais, beaucoup plus sain. C'est vrai que c'est plus sain, c'est plus sain. Alors moi hier j'ai regardé Late Night with the Devil, qui est l'histoire d'un mec qui galère à avoir des super audiences pour son late show dans les années 70. Et donc en fait tu regardes un film qui est entièrement le late show, le dernier late show qu'il a fait après un grand retour. Il fait ça pour Halloween pour essayer d'avoir des nouvelles audiences. Et pour ça il dit bah tiens je vais inviter des gens pour faire cette spéciale Halloween quoi. Tout est filmé vraiment comme un late show des années 70, donc tu es à fond dans cet esprit-là. Sauf qu'il y a des moments, ça te rappelle que c'est un film, parce qu'il y a des coupures pub, et pendant les coupures pub, là, tu es la caméra du film qui est en train de les filmer, en train de vivre leur vie et tout. Et
Et sauf qu'il va se passer des choses de plus en plus bizarres. C'est-à-dire que tous ces invités qu'il invite, il y a beaucoup de gens qui sont là un peu en mode, il y a un peu le syndrome de Scully, avec la personne qui arrête pas de dire « Oh mais tout ça c'est truqué et tout ». Et plus ça va, plus tu te dis, il y a vraiment un truc qui va pas. Et en fait, plus le film avance, pire c'est, jusqu'à un final qui explose en apothéose. Et c'est génial, voilà, c'était excellent comme film et j'ai envie de le recommander à tout le monde. C'est un film entre guillemets presque d'horreur, mais sans jamais avoir de screamer ou quoi que ce soit, ça se te saute pas dessus, c'est juste une ambiance du début à la fin. C'est assez original et vraiment très très bon film. Nous allons maintenant passer au sujet. Donc, nous allons parler de ces films tirés d'histoires vraies, etc. Et d'abord, je vais vous demander, est-ce que c'est un genre de film que vous regardez? Est-ce que vous aimez les biopics, les films historiques ou les films tirés d'histoires vraies? Et aussi me dire, qu'est-ce que vous recherchez à travers ce genre? Si vous en regardez, c'est quoi qui vous plaît en fait? Pourquoi vous êtes attiré par ce genre de choses? Est-ce que c'est juste de la culture ou est-ce qu'il y a quelque chose qui vous pousse à regarder ce genre de choses? Erwan. Ben alors oui, moi je regarde beaucoup ce genre de film parce que déjà j'aime bien l'histoire. Déjà c'est un film qui c'est une chose qui me passionne. Donc oui, j'en regarde quand même pas mal et en fait ce qui m'attire, c'est soit permettre par rapport à d'autres genres comme la littérature ou même la bande dessinée, des choses comme ça, en fait permettre d'utiliser le divertissement et des fois le gigantisme du cinéma pour ne serait-ce que pouvoir toucher un peu ce qu'on a pu voir dans par exemple des grandes batailles, des gigantesques batailles ou même l'histoire de la vie des gens, que ce soit même des rockstars, des choses comme ça. C'est vrai que je trouve que le cinéma permet plus facilement de coller aux histoires et d'apporter une touche un peu plus voyeuriste. Parce que techniquement, une biographie ou des choses comme ça, c'est quand même pas mal du voyeurisme de regarder à travers un trou de serrure la vie d'une personne. Et du coup, je trouve que le cinéma se prête bien à ce genre-là, quoi. Ok. Cassandre. Pareil, j'aime bien les biopics. Déjà, c'est une structure assez prévisible. Déjà, je trouve le biopic, il y en a beaucoup qui ont un peu je sais pas le même genre de structure en fait. T'as vraiment le début où la personne, on va dire qu'elle galère. Après t'as l'ascension avec le conflit, avec des fois des conflits relationnels qui vont se régler ou s'étoffer en fait à cette partie-là. Et puis après une forme de résolution qui peut finir en bad end aussi, hein, mais disons que les musiques aussi, elles sont très jolies et elles sont un petit peu dans le même secteur, c'est-à-dire des musiques assez émotionnelles, on va dire. Elles sont faites vraiment pour susciter dans certaines scènes, mais sans grandes envolées lyriques, puisqu'on est sur du centré sur un personnage, centré sur à part, je parle pas de, il y a toujours des exceptions, hein, des biopics genre Cléopâtre ou ce genre de choses, quoi qu'il y a toujours de l'intime en fait. C'est ça, c'est vraiment le biopic, ça a vraiment ce truc d'être très intime. Et alors il faut prendre les pincettes qu'il faut, mais en fait ce côté très romancé, et tout en sachant qu'il y a une partie qui peut être un peu réelle sur pas sur l'intimité, mais justement en dehors de l'intimité, sur factuellement cette personne elle a vécu ça, parce que les plus gros événements, on va dire l'événement qui est le plus hors du commun du film en général, c'est quand même ce qui a créé la volonté de créer le film dessus. Donc que ce soit les gens qui ont une carrière ou ce genre de choses, et les grosses lignes, on va dire. Voilà, les grosses lignes ont une certaine vérité, du coup c'est toujours sympa quoi d'avoir cet aspect-là. Et puis comme je dis, ce côté intimiste qui est très développé dans les biopics, même si c'est très romancé, en fait j'aime bien regarder un biopic parce que je sais à quoi m'attendre quelque part. Je cherche pas de la surprise quand je regarde un biopic, je cherche une sorte de... Voilà. De validation presque. Et, c'est ça. Benjamin. Oui, moi c'est un genre que j'aime, et que j'ai aimé surtout. Je pense que j'étais encore plus friand de ça, peut-être plus au début de ma cinéphilie, parce que justement il y avait ce côté-là où j'aimais bien le principe de raconter des... Parce que ce que j'aime dans le cinéma, c'est le fait qu'on me raconte des histoires. Et il y avait ce côté un peu où j'étais intrigué par le fait de raconter une histoire qui était vraiment, qui sortait pas forcément de la tête de quelqu'un, c'était pas de l'imaginaire ou quoi. Et j'aimais bien ce truc de
de me dire que ce que je voyais à l'écran, c'était du réel, entre guillemets. Après, j'ai appris à... j'ai consommé de plus en plus de films. Et c'est vrai que du coup, maintenant, j'ai moins ce truc de me dire... à la limite, je préfère maintenant regarder un bon film qui raconte un truc qui n'a jamais existé, plutôt que de me dire, voilà, ça a existé, mais c'est un film moins bien. Sachant que à une époque aussi, c'était un peu ce côté apprendre des choses réelles à travers un média qui me plaît, donc le cinéma. Là où voilà, par exemple, à l'école, on va dire que j'étais pas fan d'histoire géo. Donc tu me parlais de guerre, j'étais là en mode oui, ça rentre pas parce que tu me montres des chiffres au tableau, des dates et tout, et ça ne m'intéresse pas parce que tu n'arrives pas à me captiver. Par contre, je regarde Il faut sauver le soldat Ryan ou d'autres films sur la guerre ou quoi. Je sais que c'est des films que je regardais beaucoup aussi avec mon père, notamment les films de guerre, parce que c'est quelque chose pour le coup, lui, qui l'intéressait vraiment, tout ce qui était histoire et tout. Et voilà, j'avais ce côté-là de me dire, j'apprends des choses que j'ai pas forcément en tête grâce à un film, quoi. C'était tout bénef pour moi. Et là, maintenant, c'est vrai que du coup, j'ai consommé tellement de films que maintenant, il y a ce côté où c'est du bonus maintenant quand je regarde des films et que je sais que c'est inspiré d'histoires vraies. Je me dis, si tout ce qui est raconté dans le film est vrai, tant mieux. C'est encore plus cool, des fois, je peux trouver. Mais voilà, c'est pas ce que je vais rechercher maintenant, absolument. Voilà, du coup, après, on parlera plus en détail de la différence entre le romancé et tout ça. Mais voilà, c'est quelque chose qui m'a beaucoup parlé à une époque, en tout cas. Et ouais, après, avant de repartir sur moi, mais ces derniers temps, tu as aussi quand même eu ce truc de l'attirance pour les biopics musicaux qu'il y a eu en début d'année, là. Celui sur... Oui. J'ai eu cette attirance. Better Man et l'autre, je sais plus comment il s'appelle. Better Man et un parfait inconnu sur John Dylan. Bob Dylan. John Dylan, pas du tout. Mais oui, alors je suis allé les voir parce qu'il y a beaucoup ça en ce moment aussi, justement. Enfin, je sais que dans ton plan de l'émission, tu as mentionné le cas Bohemian Rhapsody, donc on y reviendra. Mais c'est vrai que depuis ce film, ça a marché. Du coup, maintenant, les producteurs se disent, voilà, il y a toujours ce côté. On a le public acquis parce qu'on sait que les fans de Bob Dylan vont venir voir le film alors que c'est pas forcément des cinéphiles de base et on n'a pas forcément beaucoup de pub à faire ou quoi. Pareil pour Robbie Williams. Alors j'ai beaucoup aimé celui de Robbie Williams, Better Man, moins celui de Bob Dylan. Est-ce que c'est parce que j'écoute plus Robbie Williams que Bob Dylan ? Peut-être, mais c'est vrai que en termes de film, la mise en scène, c'est autre chose aussi. Ouais, c'est ça. Et du coup, c'est vrai que le côté Bob Dylan, un parfait inconnu, a vraiment, comme disait Cassandre, ce côté très schéma, ce qui peut me lasser un peu maintenant des biopics, c'est ce côté un peu plan-plan. Comme a dit, c'est vrai que ça devient en fait très codifié, le biopic, avec l'ascension d'une star que tu connais, avec les musiques et tout, et du coup, il y a ce côté où tu sais ce que tu vas voir quand tu regardes un biopic maintenant. Et c'est vrai que c'est toujours bien d'être surpris, notamment avec des films comme Better Man, que j'ai bien aimé, quoi. Parce qu'il y avait autre chose, justement. De mon côté, c'est vrai que c'est tout le contraire. Je n'aime pas du tout ce genre de film. Alors, je ne regarde pas de biopic, je ne regarde pas de films historiques. Les trucs, quand c'est tiré d'une histoire vraie, je m'en tape complètement que ce soit tiré d'une histoire vraie, ça ne me fait ni chaud ni froid, ça me change rien à mon avis sur le film et tout. Et c'est vrai que c'est un truc qui me... Tu sais, il y a souvent ce truc même de tirer d'une histoire vraie, ah ouais, en plus c'est tiré d'une histoire vraie. Généralement, je sais pas, ça peut me le faire, hein, mais les 3 quarts du temps, je m'en désintéresse. Ça me donne pas envie d'aller le voir en fait. Ça peut être intéressant pendant que je le vois, hein. Je peux passer de super moments. Par exemple, un de mes films favoris de tous les temps, c'est quelque chose qui s'éloigne beaucoup de l'histoire vraie de toute façon, mais c'est Amadeus. Et j'adore Amadeus. Il y a peut-être 15% de vrai dans ce film, mais c'est... Donc je veux dire, il y a quand même certains films qui marchent totalement sur moi, mais les 3 quarts du temps, c'est pas du tout ce que je vais rechercher dans le cinéma, quoi. C'est un truc à chaque fois, dans ma tête, je me dis ça va être chiant. Un biopic, ça va être chiant. Un film historique, ça va être chiant. Enfin, alors que c'est peut-être pas le cas, hein. Mais c'est vrai que je suis assez fermé sur ça. Et c'est pour ça que j'espère aussi qu'après ce podcast, avec plein d'avis et avec plein de choses, je vais un peu changer ma manière de voir les choses et que je vais un peu
que je vais entendre des recommandations un petit peu à travers vos façons de voir les choses, certains films que vous aimez, etc. Et peut-être que ça va me faire du bien de me dire, tiens, ça, peut-être que ça va me réconcilier avec ça. Comme j'ai été réconcilié il n'y a pas si longtemps avec le film de gangster, parce que je croyais que j'allais me faire chier, et en fait maintenant il n'y a pas eu un seul film de gangster où je me suis fait chier, quoi. Donc finalement, voilà. On reparlera peut-être du dernier que tu as vu, parce que c'est aussi une histoire vraie. Donc, Ouais, c'est vrai. Mais tu vois, ça me... Encore une fois, je m'en fous. C'est un truc de fou. Oui. On est en train de parler donc Oui, oui. de American Gangster. Mais c'est vrai que que le fait que ce soit une histoire vraie, ça ne change strictement rien en fait pour moi. Oui, Voilà. oui. Et parce que je l'imagine même pas comme ça quand je vois le film. Je me dis pas, ah putain, en plus c'est une histoire vraie. Jamais je me fais cette réflexion. Ouais, oui, mais justement, il faut savoir que c'est un de mes films préférés, hein. Donc là, on l'a revu pour un prochain podcast. Ouh là là, ça tease un maximum, attention. Mais du coup, c'est pour ça, je vais peut-être pas trop rentrer dans les détails, mais oui, il y a ce côté où en fait, le film est tellement fabuleux à mes yeux que bah, justement, j'ai pas le temps de prendre ce recul, tellement je suis pris dans le film, de me dire est-ce que c'est vrai ou pas, ou ah oui, ça c'est vrai ou pas. Et c'est comme je dis, là, on est vraiment dans le truc bonus de le film se finit. J'ai passé 2h30 sans les voir passer devant ce film, et voilà, à la fin, presque il y a ce côté où quand il y a les écriteaux de fin en expliquant un peu ce qui s'est passé après et tout, ça te ramène un peu à les pieds sur terre en te disant ah oui putain, c'est vrai que c'est une histoire vraie à la base. Et du coup là il y a ce côté bonus un peu, je me dis c'est presque encore mieux que ce soit l'histoire vraie, mais presque on s'en fout. Donc je te rejoins là-dessus aussi, Et sur ce justement, film là en tout cas. quand c'est quelque chose que vous connaissiez pas forcément, par exemple vous venez de voir un film, vous connaissiez pas forcément la vie de ce personnage ou cette vérité, savoir s'il y avait une vérité historique derrière tout ça et tout, est-ce que c'est quelque chose que vous aimez aller chercher en amont, de savoir les différences entre la vérité et ce qu'on a vu dans le film, etc. Cassandra? Des fois oui, des fois non, ça dépend. Il y a des œuvres où je vais bien aimer parce que je me questionne beaucoup dessus. Donc certains événements qui paraissent presque trop gros, j'ai envie de savoir quelle est la vérité, à quel point ça a été englobé, qu'est-ce qui est faux, qu'est-ce qui est vrai dans l'événement. Et des fois, au contraire, en quelque sorte, j'ai envie de garder la magie. Donc je vais avoir une suspension d'incrédulité un peu sur tout, où je vais me dire, ok, tout est à prendre avec des pincettes, tout est romancé, mais j'ai pas envie de savoir ce qui est vrai ou pas dans la version que je viens de voir. Donc ça dépend vraiment des fois. Et toi, Erwan? Ben oui, c'est à peu près la même chose. C'est rapidement, en fait, c'est aussi comment le film se vend, tout bêtement, parce que s'il se vend comme un film historique, un biopic, j'ai envie de savoir, de dépatouiller le vrai du faux. Après, quand on te dit que c'est un film en costume qui va te parler d'une histoire, bah là tu te dis, bah, je vais peut-être avoir tendance à laisser les trucs un peu histo de côté et de dire qu'est-ce que va m'apporter l'histoire, et après on voit si il chie sur la période ou pas, quoi. Moi, c'est un truc que j'ai eu fait d'aller vérifier, notamment sur Wikipédia, les différences entre la vraie vie et le film. Mais en fait, je me rends compte que, un peu comme Cassandre, hein, mais c'est vrai qu'il y a ce côté où les peu de fois où je l'ai fait, j'étais presque énervé de voir les différences, parce que plus il y en a et plus je me dis ah merde. Voilà, c'est un peu ce côté comme quand tu... en fait, les films inspirés de faits réels, il y a un peu ce côté où c'est comme si tu adaptais, sauf que t'adaptes pas un comics, t'adaptes pas un film, t'adaptes pas un jeu vidéo, t'adaptes la vraie vie. Mais il y a quand même une base en fait. Et du coup là, on est encore sur le truc de à quel point tu adaptes trait pour trait le truc. Et c'est vrai qu'il y a ce côté où il a pu m'arriver de voir des informations où je vois que ça c'est pas pareil, et j'ai ce petit truc de me dire ah merde, ça c'est pas pareil, tu vois. Ça m'empêche pas de kiffer le film, mais il y a ce truc où je me dis quitte à faire une histoire vraie, autant faire une histoire vraie du mieux possible. Mais voilà, ça c'était aussi avant, j'ai évolué là-dessus. Donc c'est vrai que pour le coup c'est quelque chose que je fais moins et que j'ai pas fait souvent, mais que je fais plus parce que je suis en mode voilà, j'aime le film ou pas, mais je préfère l'aimer pour ce qu'il est plutôt que d'aller chercher des poils sur les œufs. Et justement, est-ce que vous pensez maintenant qu'il y a des sortes de limites à romancer des faits réels? Est-ce que en gros, il faut qu'il y ait un genre de pourcentage de moitié-moitié, je sais pas, 70-30, etc. Ou est-ce qu'on peut vraiment romancer à donf, c'est pas grave parce que ça fait un bon film, mais dans ces conditions, peut-être pas trop le vendre sur le côté histo-accurate?
Je sais pas. Est-ce que vous pensez qu'il y a des limites quand même? Voilà. Bah, des limites, je pense que si tout ce qui s'est passé dans la vraie vie est assez palpitant pour le montrer tel quel, bon bah ça sert à rien de chercher à romancer. Si c'est romancé pour romancer, je trouve ça dommage. Si par contre, encore une fois, hein, c'est comme adapter un livre. Je sais que Mick, tu as lu beaucoup de livres de Stephen King et que tu me disais notamment que parfois les meilleurs films de Stephen King, c'est ceux qui sont les moins fidèles. Et c'est vrai qu'il y a un peu ce côté-là aussi pour la vraie vie. C'est-à-dire que s'il y a des détails dans la vie qui sont vrais, mais où tu te dis, bah, le réal ou quoi se dit, bah, ça va pas bien rendre à l'écran, ou alors ça va alourdir le film, ou que sais-je. Il y a ce truc de dire, bon, bah oui, avant tout, l'expérience du cinéma, c'est censé être une expérience agréable, enfin, plus ou moins, mais je veux dire, tu es censé aimer ce que tu regardes. Donc c'est vrai que si tu dois rajouter des trucs juste en te disant, oui, mais ça s'est passé comme ça, donc il faut que je le mette parce que sinon des gens vont râler. Bon bah là c'est toujours pareil, quand tu fais de l'art, il y aura toujours des gens pour râler. Mais c'est vrai que voilà, je pense que c'est bien de faire un maximum, d'être au plus proche du réel, du moment que du moment que ça crée pas des défauts au film, quoi. Et Juan? Oui, je suis assez d'accord. Après, il y a ce truc de. On est obligé de romancer, forcément. Parce que la vraie vie, c'est bête, mais ça c'est plus long qu'un film. Et si tu as envie de. Tout connement, mais je veux dire, je vais prendre un exemple sur souvent le schéma qu'on prend, par exemple, Napoléon. Je veux dire, l'épopée napoléonienne, c'est 20 ou 30 ans. Si on fait vraiment du début de Napoléon à la fin, même si tu veux faire un film très long, même si tu fais une série de films comme on a le de 7h30 qu'Abel Gance aurait fait dans les années 30 par exemple sur Napoléon. Voilà, par exemple, ou même quand tu fais 4 heures sur une bataille, hein, ou que tu adaptes que Guerre et Paix, enfin bref, ou même le téléfilm avec Christian Clavier, tu es obligé de romancer parce que 20 ans tu peux pas le montrer bien évidemment au cinéma. Donc tu es obligé de romancer. Après, là où moi je dirais qu'il y a de la limite de la romance, enfin de romancer cette histoire, c'est si tu prends une histoire, que tu enlèves les costumes historiques, est-ce qu'elle tient toujours? Oui. Alors pourquoi le faire dans cette époque? Je veux dire, pour moi, un film historique en dehors d'un biopic, bien évidemment, comment ça s'appelle, la période en elle-même est un personnage du film. Sinon, je ne vois pas l'intérêt de le mettre dans cette période. À part juste pour dire, on a les budgets pour mettre des chevaliers, on met des chevaliers. Soit tu parles de la période, soit fais-le au 21e siècle, ça coûtera moins cher le film et ça sera moins. Et comme ça, tu feras moins d'erreurs historiques. Mais si tu parles pas de la période dans ce film, à part bien évidemment les biopics et tout ça, je vois pas l'intérêt. Cassandra. Moi je dirais le film avant tout en fait. Moi c'est un petit peu ça, donc ça peut romancer comme pas possible. Alors je suis deg par contre quand je vous trouve que l'histoire d'origine elle est meilleure. Ça je me dis putain vous êtes en train de romancer et vous l'avez rendu moins bien, c'est quand même tragique. Donc là je trouve que les gens ils ont pas d'excuses. mais justement romancer, et c'est pour ça que le cas que j'aime peut-être un peu moins, c'est le cas où les biopics se font en accord avec soit la personne, soit la famille de la personne. Je trouve que ça lisse énormément l'œuvre et le côté censure qui va automatiquement y avoir, quelque part ça me donne ça me donne moins envie en fait de départ, parce que je me dis si c'est pour juste faire une sorte de publicité géante pour quelqu'un qui vit ou qui a vécu, ça m'intéresse pas en fait, parce que ça sera trop lisse pour moi, et je trouve qu'au contraire une personne c'est avec ses... Enfin, que ça soit à travers un film ou une personne que tu rencontres, ses aspérités elles font partie d'elle, elles font partie de son parcours, et du coup limite si la personne elle a une vie trop lisse, en fait elle serait pas intéressante à adapter. Donc c'est justement les écarts, on va dire les erreurs, les imperfections qui peuvent aussi faire l'intérêt du film. Les personnalités atypiques ont souvent motivé des biopics, précisément parce que c'est des personnalités atypiques. Et je trouve que quand il y a ce lissage de il faut respecter la mémoire ou la personne vivante qui est en mode non j'ai pas envie qu'on montre cet aspect de moi, je sais pas, ça me paraît faussé en fait. Ça me paraît faussé parce qu'en plus ça va pas être au service de l'œuvre.
ça va forcément être au service d'un tiers. Et la démarche m'intéresse déjà pas en fait. Donc, Ok, bah, c'est drôle que tu dis ça. Comme parce que Bohemian c'est Rhapsody exactement- peut-être. Quelle incroyable transition. Oui, parce que c'est exactement là où on voulait en venir aussi, c'est de parler de Bohemian Rhapsody, et c'est exactement le problème qu'il y a eu avec ce biopic-là. Alors je ne l'ai pas vu, je ne vais pas être mais bon, j'ai quand même suivi pas mal les histoires qui ont tourné autour. Et donc c'est vraiment cette chose que les membres du groupe ont décidé de garder que les bons côtés à raconter de Freddie Mercury, et de mettre pas mal de choses sous le tapis parce que ils trouvaient ça moins intéressant à raconter. Donc ce qu'il raconte... Apparemment, il y a n'est eu la pas faux. famille aussi qui Oui, a, aussi la qui a famille, mis ouais, son c'est nez, ça. ouais. Et donc ce qu'il raconte n'est pas faux, mais c'est qu'une petite Édulcoré. partie, c'est édulcoré. Ça, c'est une minuscule partie de ce qui faisait l'être et l'entièreté de ce personnage. Et ce qui est dommage, c'est que tout le monde connaissait ses travers, que ça puisse être... alors, j'allais dire son homosexualité, parce que c'est un travers, l'homosexualité, messieurs, dames. Non, alors, ça pouvait être son homosexualité, ou alors la drogue, ou quoi que ce soit. Et tout ça, on l'a mis de côté, en se disant, non, mais ça, c'est pas très bien à montrer, tout ça, tu vois. Et tu te dis, mais tout le monde le le truc, sait, c'est que pourquoi vous il y a- le cachez? il y a- Enfin, c'est bête. Il y a ça, mais il y a aussi le fait qu'apparemment, il y a eu notamment des changements au niveau des dates, des trucs qui se sont passés, mais qui se passent avant un certain événement et tout. Donc là, c'est pareil. Tu te dis toujours, est-ce que qui t'a tout raconté, et à mettre cet événement, tu vois, il y a des trucs. Apparemment, là, je pense à quand il annonce son SIDA, c'est juste avant le dernier concert qu'il y a donc je sais plus, en Afrique du Sud. Non, c'est pour bref, je sais plus, le dernier gros concert qu'il a fait où il est en débardeur blanc et où le film se finit là-dessus. Et du coup, juste avant de monter sur scène, en gros, il annonce son SIDA, je crois. Je l'ai vu qu'une fois, et c'était au cinéma quand il est sorti. Mais du coup, apparemment, là, le fait qu'ils disent ça juste avant le concert, c'est pour le film. Mais apparemment, je sais plus si c'était après ou avant, mais il y a eu, c'est genre en termes de timing, voilà, le film a pris des libertés. Donc là, c'est toujours pareil. Encore une fois, enfin, je te laisserai finir après, Mick, mais il y a ce côté dans le fait de romancer. Il y a le fait d'oublier des trucs, et enfin, pas forcément les oublier, mais de les mettre de côté en se disant c'est pas assez important pour qu'on le mette dans le film. Et il y a les prises de liberté en mode je vais changer ça parce que ça m'arrange plus mon film. C'est ces deux choses-là. Et du coup, voilà, il y a des moments où c'est mieux fait que d'autres, quoi. Vous l'avez vu le film, vous? Je sais pas si vous voulez rebondir dessus. Oui, je l'ai trouvé oubliable. D'ailleurs, je l'ai oublié. Super. Donc, Ok. je savais pas qui lui correspondait, mais quand je disais que ça édulcorait les films, que ça les rendait un peu inintéressants, parfait exemple. Oui, bien sûr. On aurait montré un petit peu plus de faiblesse du personnage ou quoi que ce soit. Ça aurait peut-être été plus marquant. Plus marquant, déjà. j'en doute pas, ouais. Le truc, moi, avec Bohemian Rhapsody, c'est que c'est typiquement le genre de biopic où j'ai pas aimé le film, mais le fait que ce soit pas proche de la réalité, j'ai un peu envie de dire c'est le cas de mes soucis, parce que je trouve que le film en soi n'est pas un très bon film. Ouais. Donc après, est-ce que ça dépend de est-ce que c'est vrai ou pas? Bon, là, je pense qu'en l'occurrence, non. Mais voilà. Là, c'est comme je dis, quand je vois un bon film et que en plus il est fidèle et que c'est une histoire vraie, ben, comme je dis, c'est du bonus. Bon, là, il y a un peu cet effet inverse où je me dis, bon, le film est pas fou. Et en plus, ils ont pris beaucoup de liberté qui font que bah, ça aussi, c'est pas fou. Donc là, il y a presque ce côté malus, quoi. Genre, ça n'arrange pas du tout le film, au contraire. Ce qui est dommage. Et dans le même genre, donc là on parle de Bohemian Rhapsody et le fait d'édulcorer ou quoi que ce soit. Est-ce que au niveau des films historiques, ça arrive aussi, surtout beaucoup à l'époque, surtout quand il n'y avait pas internet, pour que les gens disent hop, ça marche pas ça. Le truc c'est qu'on se laissait complètement aller par des trucs pas très historiques. Alors je vais partir dans un truc cliché, mais par exemple, à l'époque, on imaginait toujours les Vikings avec des casques à cornes. Donc quand t'es petit, tu grandis avec Astérix, tu sais dans ta tête que les Vikings ont des casques à cornes. Aujourd'hui, Internet arrive et tout le monde dit c'est n'importe quoi. Les Vikings n'ont pas de casque à cornes. Je prends vraiment un détail. Il y a une série qui arrive qui parle de Vikings et on dit wow, vous avez vu, nous on met pas des casques à cornes parce qu'on le sait, tu vois. Et bref, et c'est vrai que ça c'est des trucs qui... Est-ce que c'est dangereux en fait? Est-ce que c'est dangereux presque, j'ai envie de dire, de
de se tromper comme ça dans un film, parce que ou d'identifier mal des choses, un peuple ou quoi que ce soit. Est-ce qu'il y a un problème, un vrai problème de raconter des choses fausses en fait sur l'histoire? Est-ce que c'est ou est-ce que vu que c'est une fiction, on peut toujours un peu pardonner? Erwan. Ben, moi j'ai un avis assez tranché là-dessus. C'est on peut raconter ce qu'on veut sur la fiction. On peut dire ce qu'on veut. Quand il s'agit du matériel historique, pour moi c'est très très dangereux de jouer avec ça, tout simplement parce que qu'on soit fan d'histoire ou pas ou quoi que ce soit, en fait on va voir quelque chose dans un film et 5 ans plus tard en fait on va juste retenir l'information et on va pas savoir d'où elle va venir, et du coup on va prendre ça pour argent comptant. Et ça arrive à plein de gens, hein. Même moi j'ai vu un film et j'ai dit un truc qui me semblait histo, et pourtant quand j'ai fouillé un peu, en fait je l'ai vu que dans le film. Et alors, du coup t'es obligé de t'excuser parce que tu dis de la merde. Mais en fait le problème c'est que ton cerveau au bout d'un moment va oublier le film et va juste garder l'image ou l'information. Et en fait c'est important de coller au maximum avec la recherche, parce que peut-être tu parles de la série Viking, mais c'est drôle, mais en fait chaque couche de Vikings, on prend l'exemple des Vikings, ajoute son cliché en fait, parce que les casques à cornes, c'est cliché des grands opéras de Wagner, où tout d'un coup il décide de mettre des cornes aux Vikings alors que jamais personne n'a mis des cornes avant lui au casque, parce qu'on les retrouvait, il n'y avait pas de casque. Mais depuis la série Vikings, le grand cliché des Vikings maintenant c'est plus les casques, c'est la rasée sur le côté avec les cheveux longs. Mais ça on n'a aucune preuve. Alors que ça, c'est quand même le truc des Vikings. Ou alors les tatouages. Ça aussi, depuis la série Vikings, tout le monde est tatoué. On n'a pas de preuve que les Vikings sont tatoués. Mais voilà, en fait, c'est des clichés qui remplacent d'autres clichés. Sauf que ce qui serait bien, c'est de affiner petit à petit les clichés qui en aient plus. Parce qu'en fait, le problème, c'est que en faisant des clichés, eh ben, tu vas vite, tu peux jouer avec l'histoire. Et après dire ah ben regarde, les Vikings c'est quand même un peu des bourrins, heureusement qu'on les a christianisés. Non, enfin tu vois ce que je veux dire, mais très rapidement tu peux jouer avec ce genre de cliché. Quand tu vois Ragnar qui se transforme en quelqu'un de plus gentil quand il rencontre Athelstan parce que ça y est, c'est un chrétien. Alors t'avais dit pour moi c'est un peu dangereux. T'avais dit il y a pas longtemps dans le dernier podcast justement qu'on avait fait, tu avais parlé de The Northman en disant que c'était justement très histo-accurate. Et en quoi ça, on sait que c'est quand même beaucoup plus histo que la série Viking par exemple? Bah en fait ça va être surtout les chercheurs. Ça va être les chercheurs, les historiens qui sont les historiens qui cherchent sur les Scandinaves, et aussi tout bêtement les objets de fouille. Quand tu vois que tu as une meuf qui se balade en cheval, alors c'est vraiment c'est 30 secondes dans le film, 1 minute, c'est la grande chef qui se balade en cheval, et tu sais que cette personne, en fait toute l'armure qu'elle a été retrouvée, c'est basé sur l'armure d'une vraie chef scandinave de l'époque, une reine qui est 100% accurate parce que on l'a retrouvée directement dans le sol et qui correspond à peu près aux bornes géographiques, aux bornes historiques du film. Tu dis oui, là on peut pas faire plus historique à part dire le rivet il est pas bien, mais voilà, c'est quand tu te bases sur des choses et des trucs d'historiens et d'archéologues, mais finalement tu fais des choses bien. Moi je suis pas tout à fait d'accord, parce que je trouve que créer, on va dire, justement, on parlait la dernière fois quand on parlait au wokisme sur l'iconisation. Et je trouve que iconiser ce qui manque peut-être d'être iconisé à des endroits, alors oui, c'est pas toujours réaliste, mais au final, c'est ce qui a fait aussi que la chose s'est propagée. Par exemple, est-ce que les Vikings, s'ils avaient... alors je donne l'exemple, mais ça va avec n'importe quelle autre chose, en fait. Si on enlève beaucoup de l'esthétisme tel qu'elle a été construite, tel que les clichés ont construit le Viking tel qu'on l'a imaginé, avec le côté barbare, conquérant, casque à cornes, un peu bourrin, un peu sanguinaire, avec les fameux tatouages, etc. Déjà, ça a donné lieu à tout un courant esthétique qui existe, qui justement, la série Viking en est le parfait exemple, avec ce côté rasé sur le côté, ce côté, les tatouages un peu nordiques, tout ça, et qui est une esthétique personnellement que j'adore. Donc j'aime qu'elle existe, aussi peu réaliste qu'elle soit. Et
Ouais, c'est ça, Et parce aussi- qu'il y a aussi, je me permets de te couper, mais il y a aussi l'influence qu'a l'époque à laquelle sort la série ou le film en l'occurrence, mais il y a aussi, je pense, l'impact de l'époque, pas l'époque pas l'époque historique, mais l'époque, enfin voilà, par exemple, les De sortie de l'œuvre. Vikings, ouais, c'est ça. C'est les années 2010, je crois, à peu près. Enfin, je sais plus quelle Ouais, année la exactement. mais première bref. saison, oui, il me semble. Ouais. Mais du coup, alors là, je suis pas sûr. Je sais pas si la mode, justement, parce que si la mode, par exemple, pour les gars, les cheveux avec le dessus mi-long et les cheveux rasés sur le côté, je sais pas si c'était la mode au moment où la série est sortie ou si c'est parce que la série est sortie que c'est devenu la mode. Mais je pense qu'il y a ce côté où ben, peut-être ça va aussi plus parler aux gens. C'est pour ça que je rejoins un peu Cassandre là-dessus. Ce côté où, oui, bah, c'est stylé parce que notamment beaucoup de jeunes font ça maintenant et tout parce que ça, ouais, c'est vendeur. Il y a aussi ça parce que c'est vrai qu'on parle aussi d'industrie, que ce soit film ou série. Donc il y a ce truc du oui, c'est peut-être moins histo, mais ça va être plus vendeur parce que du coup, peut-être que les jeunes ils vont voir ça, ils vont se dire ah, c'est stylé, ça coupe, et du coup, je vais me la faire le lendemain chez le coiffeur, ou pareil pour les tatouages, comme elle dit Cassandre, il y a ce côté, oui, bah, c'est aussi un truc qui va peut-être devenir la mode ou quoi. Donc, et je pense que voilà, les deux sont liés dans le sens où l'année de sortie de l'œuvre. Je pense aussi qu'elle est l'œuvre est impactée par cette époque-là, en plus de vouloir être cohérent avec une époque là où se passe l'œuvre, notamment l'époque des Vikings. Donc je pense que c'est des trucs qui sont plus ou moins liés, quoi. Bah ouais, ça crée un impact culturel et d'ailleurs ça fait partie de l'histoire, l'impact culturel, après quand on avance dans le temps. Parce que la Renaissance par exemple, c'est parce qu'ils se sont imaginés que les statues de la Grèce antique, elles étaient toutes blanches et immaculées, et que c'est revenu à la mode à l'époque de la Renaissance, qu'on a rejoint avec cet esthétisme-là, alors qu'aujourd'hui on découvre avec des lasers que les statues grecques, enfin que les statues antiques de l'époque, elles étaient avec des motifs. Mais parce que quand ils ont découvert, la peinture, elle était partie. Donc en fait, ils ont redécouvert des vieilles statues toutes blanches, toutes immaculées, qui a créé toute cette esthétique de la Rome antique, et qui en fait, et qui berce aussi la Renaissance, puisque c'est revenu à la mode à cette période, et qui au final n'est pas factuel, n'est pas tel que la Grèce antique devrait être représentée avec les données qu'on a aujourd'hui. Et pourtant, cet esthétisme, bah, justement, il a eu ces moments où il revient, où il a impacté les artistes de l'époque, où il a impacté tout un courant culturel, et où il a créé en fait bah, l'histoire telle qu'elle s'est découlée par la suite et telle qu'elle se découle encore aujourd'hui. Donc, je trouve que des fois, ça peut être plus intéressant d'avoir un vrai impact culturel avec des transformations, et qui, du coup, ces transformations vont, elles, s'inscrire peut-être même durablement dans l'histoire. Et que de créer peut-être un film qui va être à 100% réaliste, mais qui va n'impacter personne et qui sera oublié après, et que personne en fait n'aura d'intérêt pour cette période ou pour cette culture ou pour quoi que ce soit. Là où au contraire, avoir un accès même à travers les transformations, à travers ce qui n'est pas réaliste. Mais par exemple, moi j'adore les péplums, les trucs un peu justement cet esthétisme-là qui est très faussé, et c'est peut-être ça justement qui m'a donné envie de m'intéresser à ce qui est vrai ou pas dans cette période. Ce qui m'a donné envie de faire la part du vrai et du faux dans ça, parce que de départ j'y suis rentrée à travers justement quelque chose de très romancé, de très épique, de très poussé. Et du coup, est-ce que le réalisme dans mon jeune âge m'aurait autant, je sais pas, autant charmé? Je sais pas, dans Gladiator, le truc du pouce à l'envers, le truc de, enfin tous les gladiators qui te servent, enfin ceux qui te servent doivent mourir, le truc, comment ça s'appelle, enfin la bataille, enfin tout Gladiator c'est de la romance en fait, puissance 1000 sur l'époque. Même les gladiators ils meurent pas à chaque fois, mais du coup est-ce qu'on a envie de voir un film sur les gladiators où à la fin ils sont en mode ouais super, on a fait des belles parades là, allez on se barre, on va boire un verre, ça va être sympa. Enfin voilà, Est-ce non, que ce serait chiant? Ça Bah voilà. ça m'a l'air d'être le truc de Ridley Scott, ça quand même, hein. De vraiment de pas coller à la réalité, Ouais, de d'essayer chier faire, sur l'histoire, ouais, c'est ça. Bah, il a fait Alien, c'est pas hyper réaliste, quoi, je trouve. Après, j'en pense Bah quoi, voilà, mais- en fait je pense qu'il Après, faut il a juste, fait les duellistes. C'était bien ça. ouais mais voilà, Le dernier duel, Ah, c'est oui, ça? Ouais. Non, les duellistes. C'est Le premier, non, c'est encore le là-dessus, duel, ok. il est très très bien. Et c'est lui qui a fait Kingdom of Heaven aussi.
Oui, c'est lui, ouais. Ouais. Et qui est très bien sur la période médiévale. Ok. Tu vois, je comprends. Mais encore une fois, tu vois, Gladiator, c'est très bien, c'est un bon divertissement, mais en fait, le problème, c'est de vouloir le mettre dans une histoire vraie. C'est de se dire, en fait, tu peux faire de la romance historique, mais il faut pas après le définir comme ce que souvent Ridley Scott fait, c'est-à-dire de dire ça, c'est l'histoire. Parce qu'en fait, le problème, c'est que tu véhicules des mensonges. Et autant moi, ça me dérange pas de mentir sur Harry Potter ou sur le Seigneur des Anneaux, même si ça me fait très très mal de mentir sur le Seigneur des Anneaux. Mais mentir sur l'histoire, c'est quand même, pour moi, c'est un truc qui est compliqué parce que je me dis, c'est des vrais trucs de notre histoire qui parlent sur, enfin, tu vois, mentir sur l'histoire, c'est chaud parce qu'après les gens vont le retenir et après ils vont dire, c'est balancer des mensonges à la tête des gens. Et l'iconisation, je suis désolé, mais l'iconisation, moi qui fais la reconstitution historique, entre Ragnar avec ses pauvres trucs en peau de chèvre et son truc à moitié découpé, quand tu vois un roi scandinave qui bling de la tête aux pieds, qui est en armure qui brille avec des armes hyper bien dessinées, ciselées, avec des bijoux de partout, avec sur un cheval, je suis désolé, moi il me fout plus la trouille que Ragnar à moitié à poil et qui pue le purin. Ou voilà, ou même, je veux dire, il faut pas oublier que les mecs de l'époque, je veux dire, s'iconisent eux-mêmes. Tu veux un exemple d'iconisation, 3, le film 3, là, semi-légendaire, qui se passe du coup à l'âge du bronze. Putain, des fois il y a des images qui passent où comment Achille ou Hector devraient être habillés pendant la guerre de Troie. C'est les armures de l'âge du bronze grec. T'as des plumes, t'as des casques qui sont faits à bout de sanglier, t'as des armures en bronze de partout, t'as des chapeaux avec des petites arbres qu'on pose sur les chapeaux, c'est n'importe quoi, il y a de la couleur de partout. Mais moi j'ai envie de voir ça, tu vois. En fait, ça dépend de l'iconisation, parce que par exemple, pour reprendre Jurassic Park, est-ce que les vélociraptors ils auraient fait le même effet si on avait gardé leur taille réelle, c'est-à-dire pas plus grand qu'un chien? Est-ce qu'on aurait eu le même truc d'angoisse, de stress quand ils surviennent et avec voilà, si c'était la taille de ton caniche. Donc il y a des choses comme ça où l'iconisation elle va créer quelque chose que la réalité ne peut pas créer à la place en fait. Ou alors on n'aurait pas eu de vélociraptor. Mais du coup, qui se serait intéressé au vélociraptor? Parmi tous les enfants qui sont tombés amoureux de Jurassic Park et qui sont tombés... En fait, le fait d'avoir de l'intérêt pour quelque chose, ça te pousse aussi des fois à vouloir savoir qu'est-ce qui est le réel ou pas dans tout ça. Donc en fait, moi je pense qu'il faut plus généraliser le fait qu'un film n'ait pas une valeur sûre historiquement parlant, de façon générale, parce que je pense que c'est très rare que ça soit le cas. Et que du coup, si une œuvre sur une époque t'a créé de l'intérêt, tant mieux. Cet enfant ou cet adulte, il ira peut-être se renseigner et il aura un intérêt réel à savoir ce qui est justement le réel ou pas. Là où peut-être que si le film n'existait pas dans toutes ces aberrations historiques, peut-être que ça ferait une grande partie des gens qui ne se seraient juste jamais intéressés à cette période. Après tout, on sait que Jurassic Park, ça a créé la vocation de paléologue chez pas mal de gens de la jeunesse. Paléontologue, merci. Donc, du coup, c'est peut-être toute une génération, toute une grande partie de la génération qui a créé des ouvertures dans le métier, qui n'aurait peut-être pas eu le même charme avec, justement, on va dire, avec un respect plus authentique. Je trouve ça presque beau aussi de se dire que, quand on aime le cinéma, je trouve ça presque beau de se dire un film peut définir la vision qu'on a d'un truc, quoi. C'est-à-dire que Steven Spielberg, il est arrivé, il a dit je vais faire des dinosaures comme ça parce qu'ils sont plus stylés comme ça. Et le fait de se dire, ce mec a eu l'impact sur plusieurs générations d'enfants qui ont grandi en se disant mais les dinosaures c'est ça, c'est Jurassic Park. Et du coup je trouve ça presque beau de se dire qu'un film peut arriver à une telle ampleur et une telle importance qu'il définit quelque chose qui n'est pas réel de base. Et en fait, voilà. Après, effectivement, comme tu dis, Cassandre, il y a ceux qui sont vraiment intéressés et qui sont, oui, comme tu dis, probablement intéressés un peu grâce à Jurassic Park, qui vont voir les trucs et qui vont se dire, en fait, c'est pas ça.
Mais en fait, je trouve que c'est impressionnant de se dire un film peut définir un inconscient collectif, quoi. Je trouve ça me fascine, tu vois. Grave. De se dire, c'est Steven Spielberg qui est arrivé, il a dit, les dinosaures, ils sont comme ça. Et les gens, pendant des années et des décennies, ils vont croire que les dinosaures, ils sont comme ça. Alors que les dinosaures, ils sont pas comme ça dans la vraie vie. Après, c'est vrai que, comme tu dis, là, c'est un choix esthétique. Mais comme elle disait aussi Cassandre, j'avais bien aimé quand elle parlait du vecteur d'une époque aussi. C'est quand tu ne sais pas aussi. Quand tu as pas assez de... Oui. Le fait que notre monde moderne, on y arrive de plus en plus à savoir des choses de plus en plus vraies, de plus en plus précises. Dans une période, on ne savait pas exactement comment c'était parce qu'on se fiait à quelques bouquins. Et donc du coup, on faisait avec ce qu'on savait. Et en fait, on voit 20 ans plus tard, ou 30 ans plus tard, ou 50 ans plus tard, que c'était pas du tout comme ça, quoi. Et qu'on s'est complètement planté. Et comme elle dit, du coup, c'est vecteur du... Ouais, il y a ce truc de l'époque où on se dit, on sait qu'à cette époque, on pensait qu'on était très histo-accurate, et en fait 20 ans plus tard tu vas voir que déjà pas du tout, et que du coup il y a plein d'autres choses qui vont changer. C'est super intéressant. Mais ce que je trouve marrant aussi, c'est parce que c'est une réflexion qui m'est venue là en vous entendant parler, mais je me dis, si on prend le truc dans l'autre sens, et si on prend les films futuristes, c'est toujours très drôle de voir un film qui se passe en 2000, qui a été fait en 80, et de voir ça alors que tu es en 2025 et tu te dis mais c'est pas ça. Mais le truc c'est que les gens qui ont fait des films futuristes à une certaine époque, ils ont créé des trucs en se disant peut-être que ce sera à peu près comme ça, mais je vais le faire comme ça parce que c'est encore plus stylé. Mais sauf que voilà, encore une fois, c'est la différence entre le cinéma c'est stylé. Et des fois, ce qu'il y a au cinéma, c'est encore plus stylé que la vraie vie, parce que des fois, la vraie vie, c'est pas toujours stylé. Des fois, la vraie vie, c'est chiant. Et voilà, et le fait de se dire, j'ai le choix entre me dire que potentiellement, dans le futur, les voitures vont voler, alors qu'en 2025, on a toujours pas de voitures qui volent. Ça fait rêver, parce que quand tu vois Blade Runner et que tu vois des voitures qui volent, tu trouves ça stylé. Après, tu vois que ça se passe presque... je sais même pas combien en combien ça... Le premier Blade Runner, je sais pas en quelle année il est. Mais bref, je pense notamment à New York 1997 aussi de John Carpenter, qui est parti dans un délire où New York ce serait une prison géante et tout. Mais voilà, mais du coup, je trouve que c'est pareil quand tu prends le sens inverse, c'est de se dire, tu parles d'une époque qui a déjà existé, mais t'essayes de prendre une base et tu te dis, alors ça c'est bien, mais si je le fais un peu différemment et que je fais ça, c'est encore plus stylé. Et du coup, oui, à l'écran, ça rend mieux. Et c'est toujours ça. Il y a un film de science-fiction, on est un peu en train de dériver en effet, mais il y a un film de science-fiction qui joue avec justement cette notion de grandiose pour essayer d'atténuer tout ça. C'est Looper. C'est-à-dire qu'au-delà du voyage dans le temps, dans Looper, le futur, les trucs, en fait, c'est pas vraiment que tu as des voitures volantes, c'est qu'elles planent à peine au-dessus du sol. C'est genre il n'y a pas de roue, et en fait il y a des trucs, c'est un peu tout pourri, ça marche à moitié ou quoi que ce soit. L'humanité a muté, mais très peu. C'est-à-dire qu'en fait on a réussi il y a plein de gens qui ont commencé à faire de la télékinésie, sauf qu'en fait les trois quarts même, ils disent en fait au début tout le monde était à fond, mon dieu ça y est, l'humanité est en train de muter, on est en train de devenir télékinétique et tout, et en fait finalement ils disent il n'y a plus que comme on pouvait pas faire plus qu'une pièce de monnaie, les gens, c'est plus devenu un tour de passe-passe, c'est devenu nul, tu vois. Et j'ai bien aimé aussi ce côté parfois un peu nihiliste on te fait un film futuriste, mais presque réaliste en fait, dans le sens, oui, le futur ça va être un peu tout pourri comme ça en fait, pour de vrai, il n'y a rien qui va vraiment marcher. Bon, à part le voyage dans le temps, c'est quand même pas mal. Mais sinon, il y a rien qui va vraiment marcher. C'était intéressant à voir comme parti pris. Mais c'est pas pareil après, parce que là on reste dans l'imagination, que là on parle de justement de parler du réel, de quelque chose qui a réellement existé, et de transformer ça pour le plaisir des yeux, quoi. On reste un petit peu sur la thématique de combler les blancs, que ce soit du passé ou du futur. Comment on comble les blancs quand on n'a pas les infos? Ouais, bien sûr. Après, je pense aussi, on a évoqué The Northman, que j'aime beaucoup. Mais je pense notamment à la scène à la scène de fin, la dernière bataille, où deux gars se battent à poil, pratiquement sur un volcan. Et là, c'est même pas une question d'histo. C'est pas est-ce que c'était comme ça à l'époque ou pas. C'est juste physiquement, c'est pas possible parce qu'il décède au bout d'une seconde en fait. Mais c'est hyper stylé de voir deux Vikings à poil qui se battent avec le volcan en fond, quoi. Donc on en revient toujours à ce truc. Oui, mais ça rend hyper bien, quoi, parce que cette scène est ultra stylée, quoi. Est-ce que justement,
à contrario, est-ce que essayer de coller au plus près de la réalité, ça peut enlever de la magie du cinéma? Est-ce que vous êtes déjà fait chier devant un film parce qu'il était presque trop réaliste? Que justement, on te montre tellement de. On te montre toutes les longueurs de la vraie vie. On te montre. C'est presque trop documentaire, j'ai envie de dire. Et ce côté de se dire, bon, c'est dommage parce que tu aurais mis un peu plus justement de romance, ça serait donné un peu plus de peps à ton film, quoi. Je ressens ça sur la plupart des œuvres tranches de vie. Mais pas forcément alors quand tu dis tranche de vie, même si c'est une fiction. Pas forcément un truc tiré d'une histoire vraie. Ouais, même si c'est une fiction, parce que souvent c'est lent, ça prend du temps à arriver, c'est vraiment... Enfin, après, je dis pas, il y a des tranches de vie qui sont très réussies, il y a toujours des exceptions, même dans... Enfin, il n'y a aucun genre que j'aime vraiment pas, il y a toujours des exceptions. Mais disons que le tranche de vie, souvent, si c'est pas... bah ouais, c'est un peu long, c'est un peu... Enfin, tu sens la file d'attente au supermarché, quoi. Je suis d'accord, moi Donc, j'ai un exemple de ce que je veux dire. Alors, c'est avec le recul. Pour de vrai, quand je suis sorti du film au cinéma, j'ai été pris par le grandiose, par plein de choses et tout. Et avec du recul, aujourd'hui, j'ai presque oublié ce film parce que je me dis qu'en fait, je m'étais quand même pas mal fait chier au final, mais je voulais pas l'assumer. C'était devant le dernier Nolan, là, sur la bombe nucléaire. Oppenheimer. Je trouve qu'Oppenheimer, c'est un peu chiant, en vrai. Parce que je vois des gars... en fait, à part les moments d'angoisse qu'il a, lui, et de parano, et qu'il s'imagine les gens exploser et tout, parce qu'il se doute de ce qu'il est en train de faire, et il prend conscience de l'ampleur de ce qu'il est en train de faire, à part ces moments-là qui étaient vraiment très bien, tout le reste du film, je trouve ça d'un chiant et d'un plan-plan. Parce que c'est des gens qui parlent, ou alors Manque de David Fincher, qui parle d'un mec qui écrit un scénario et qui aurait écrit à la place d'Orson Welles ou je sais pas quoi. Et là tu fais mais oh là là, c'est nul, c'est chiant en fait. Je vois des gens tellement vivre leur vie et parler et ouais, ça m'a l'air très vrai votre truc, hein. Mais je me fais chier. C'est un peu ce que j'ai l'impression on pourrait reprocher à... Alors j'ai pas vu Manque, mais Christopher Nolan, c'est vrai que on est presque dans le contraire de ce que je dis sur les gens qui font des trucs stylés à l'écran en se disant je sais que c'est pas vrai, mais c'est stylé. Et c'est vrai que Nolan a presque ce truc il est à l'inverse, c'est-à-dire qu'il fait des films de science-fiction en voulant que ce soit le plus réaliste possible. Et du coup, il y a des gens comme toi qui passent à côté en mode oui, c'est peut-être réaliste, mais c'est chiant, quoi, tu vois. Donc je peux comprendre ce que tu dis. Parce qu'en plus là c'est même pas un film de science-fiction, c'est la première fois qu'il s'attaque à un en truc plus, aussi mais du coup voilà, c'est ça. Mais du coup c'est encore plus cohérent parce que déjà de base quand il fait des films de science-fiction il essaye d'être réaliste. Donc là c'est vrai que c'est cohérent le fait qu'il fasse un film d'histoire vraie en mode du coup je vais tout vous dire, du coup il s'est lâché, quoi. Du coup je sais pas, Erwan. Moi j'ai pas vraiment ressenti ça. Après je peux voir le fait de... déjà c'est rare de faire une vie chiante parce que généralement, pour moi c'est quand tu adaptes l'histoire à l'écran, c'est que ça te parle de quelque chose. Je veux dire, quand tu parles d'un biopic ou quelque chose comme ça, généralement tu parles d'une personne qui a fait des trucs intéressants dans sa vie et c'est sûr que par exemple si tu regardes le biopic sur Alexandre, il n'y a pas le moment où Alexandre je sais pas, il a eu la chiasse pendant une semaine, on s'en branle un peu et on squeeze ses passages et après en fait moi qui mange beaucoup de films historiques, en fait ce qui va être le plus le plus romancé, ça va être surtout la psychologie des personnages, parce que c'est souvent ce qu'on a le moins. Mais sinon je me suis rarement fait chier parce que c'était pas assez romancé, justement. De toute façon je suis un peu l'antithèse parce que moi je pense qu'il faut vraiment plus être réaliste, parce que je trouve que y a des moves beaucoup plus stylés dans le réalisme. Moi je défends absolument pas la thèse de l'iconisation. Je veux dire, au bout d'un moment, si on arrive à parler d'un mec qui s'appelle Jules César 2000 ans après sa mort, je pense que le mec est arrivé à s'iconiser avant le cinéma. Donc que ça soit Napoléon, en fait c'est des gens qui savaient déjà s'iconiser avant le cinéma. Je veux dire, et c'est pour ça qu'on reprend leur peinture et même qu'on parle d'eux. Donc je pense pas que le cinéma a besoin de romancer des histoires qui sont déjà folles. Je veux dire, si tu suis des histoires de mecs
t'as des mecs qui partent de rien, mais je veux dire, t'as des mecs qui comme Alexandre, qui ont déjà la Grèce, mais qui vont conquérir, un putain d'empire juste à côté, tout seul, enfin, pas tout seul, mais voilà, avec 30 000 Grecs, leur bite et leur couteau, et ils inversent la Perse. Tu vois, Après, il me semble que c'est une façon Napoléon. Il me semble que Napoléon, avant le film de Ridley Scott, je crois que pas grand monde le connaissait. Hein. C'est un peu grâce à lui, quand même, je crois. Oui, je pense que c'est Ridley Scott qui a... qui a révélé... D'ailleurs, Napoléon, Ridley Scott, moi, tu vois, le Napoléon de Ridley Scott, il est chiant dans les moments de romance. C'est-à-dire quand il a rajouté du creux entre les grands, j'ai envie de dire, passages obligés de l'épopée napoléonienne, où il parle avec Joséphine, où... c'est pas vrai, t'essayes d'iconiser le personnage pour montrer à quel point c'est un connard, et c'est des passages où personne nous a rapporté ça, il l'a inventé, c'est de la romance, et c'est à ce moment-là je me fais chier, outre les scènes de bataille qui sont horribles, mais les costumes sont plutôt classe. Mais ça c'est le pire, ça. Justement, c'est quand tu pars du principe que le réal a rajouté des trucs pour faire bien, et que c'est ce qu'il a rajouté qui est le pire du film. Tu fais non mais il n'y a rien qui va du coup, c'est dommage. Quelque part c'est aussi le problème en fait avec l'histoire, c'est que l'histoire en elle-même est romancée. Parce que déjà, comme on sait, l'histoire est écrite par les vainqueurs. Donc on n'a pas toujours le récit déjà de la personne opposée, on n'a pas non plus le récit intimiste des grandes figures historiques, on a souvent leurs exploits, leurs machins, et si après derrière, je sais pas, ça a tué des chatons ou ça a violé des enfants, on saura pas. Donc en fait l'histoire est elle-même faussée. Et c'est pour ça que quelque part, le fait que les films faussent peut-être même des données qu'on a qui sont réelles, alors on saura jamais, mais peut-être même que des fois il y a du réel dans une démarche qui est faussée, parce que de toute façon on n'aura jamais tout le réel de ce qui a été une époque qui est derrière nous. On n'aura jamais la réalité d'un personnage qui est mort. On n'aura jamais, même si on avait sa version complète, s'il avait écrit chaque minute de sa vie, il faudrait prendre avec des pincettes ce qu'il aurait écrit. Les témoignages de ses proches, les témoignages historiques, tout est à prendre avec des pincettes. Tout ce qu'on aura de ce qui est derrière nous est à prendre avec des pincettes. Et à partir de là, à partir du moment où on admet que la vérité, en fait, est en quelque part fondamentalement partielle et incomplète, et même, je dirais même entre parenthèses, pour certains faits, hein, où il y aura des contradictions ou des partis pris, où par exemple, oui, toutes les personnes sont d'accord pour dire qu'à telle époque c'était comme ça, mais toutes les personnes, c'était les seuls qui écrivaient sur des trucs en pierre, donc les seuls dont on a les données, et ils étaient tous dans le même camp. Est-ce qu'ils n'étaient pas un peu influencés? Est-ce que c'est vraiment ce qu'il faut vraiment les croire? Comme on n'a pas deux points de vue opposés parce que les autres ils écrivaient sur je sais pas, du papyrus, il n'y en a pas de contradiction dans les faits ou ce genre de choses. Et c'est ça en fait qui fait que pour moi la réalité de toute façon est trop complexe, et prendre l'histoire comme étant une vérité fondamentale est déjà en fait quelque part une démarche dangereuse, je dirais. Non, ce que tu dis là, c'est juste que ça me fait penser à justement une scène de Troie, justement, où, alors c'est vieux comme film, enfin je l'ai vu il y a longtemps, mais à la fin, je me rappelle d'une scène où une vieille dame dit à Brad Pitt, quand justement il hésite à partir à la bataille ou quoi, je sais plus quoi, en fait, en gros, elle lui dit, tu as le choix entre survivre et raconter à tes petits-enfants ton histoire et tout, qui sera, elle lui fait comprendre en mode, qui sera un peu plan-plan, parce que tu as choisi de survivre et d'avoir, de pouvoir, justement, tu auras une famille à qui tu pourras parler, à tes petits-enfants et tout. Et à côté, tu as ce choix de partir à la bataille et de, oui, certes, mourir, mais tu seras une légende. Et là où, après tes petits-enfants, personne ne te connaîtra si tu choisis la première option, la deuxième option, certes, tu vas mourir, mais genre, elle lui dit, des années après, tu vas devenir une légende et voilà, et les gens se souviendront de toi. Et c'est un peu ça le truc, c'est que oui, une légende, comme dit Cassandre, c'est le principe même du truc où tu sais jamais si c'est vraiment vrai ou pas. Tu te dis, visiblement, on pense qu'il y a des bases vraies, mais une légende de base, c'est enjolivé. Et c'est vrai que souvent, quand tu parles d'un film et que tu prends une base réelle, c'est que de base, l'histoire a un truc assez impressionnant où tu te dis, ça c'est assez impressionnant pour passer à l'écran. Donc c'est vrai que oui, même les gens qui ont existé et qui sont devenus des légendes après,
entre le moment où ils ont existé et le moment où on décide de faire le film parce que c'est des légendes depuis des décennies ou des siècles, bah il y a ce côté, oui, effectivement, il y a peut-être des choses qui ont changé, il y a peut-être des choses qui ont évolué, il y a peut-être des choses où au début on disait ça, et petit à petit avec le bouche à oreille, bah voilà, téléphone arabe, bah, ça finit que c'est plus du tout la même histoire à la base, quoi. Donc c'est toujours ça qui est difficile à gérer, quoi, je pense. Bah, si je peux rebondir, en fait, moi, tu vois, je suis absolument pas d'accord avec ce que tu dis, Cassandre, parce que justement, je trouve que c'est en disant que l'histoire en elle-même n'est pas, on peut pas avoir 100% de l'histoire. C'est vrai, l'histoire peut pas être est pas 100% véridique, même si j'ai envie de dire pour l'histoire est écrite par les vainqueurs. Encore une fois, je suis pas tout à fait d'accord avec la formule, parce que si on prend les guerres napoléoniennes, t'as le roman de Napoléon, mais l'un des plus gros romans de la période, c'est Guerre et paix, qui est écrit par les Russes et qui ont été les vaincus pendant une quinzaine d'années pour avoir fini pour être par les vainqueurs. Mais donc déjà, moi, je pense qu'il faut nuancer le fait que l'histoire est écrite par les vainqueurs, parce que grâce à outre l'histoire, il y a l'archéologie qui nous permet d'écrire l'histoire des vaincus. Et d'une part, et de l'autre part, moi je trouve ça même très dangereux de dire que si on peut pas être à 100% historique, bah alors on a rien à foutre et soyons 100% faux, parce que rien ne nous empêche du coup d'aller dans le procédé inverse et de dire que oui, si on peut pas être juste historique à 100%, bah alors soyons faux à 100%, et tant qu'on fait une bonne histoire, eh bien on emmerde. Mais le problème, c'est que moi je pense surtout ce qu'on laisse au public, parce que outre la bonne histoire, ben les gens vont retenir des choses fausses, et en fait tu continues à véhiculer des fausses trucs sur les Vikings, sur les Gaulois, et en fait c'est même si l'histoire est éminemment politique, mais je pense qu'il y a des faits historiques qui sont trop parce que là on parle de Napoléon, de Jules César et tout ça, mais je veux dire, si on prend un truc, si moi demain je fais un film sur la Deuxième Guerre mondiale et que pendant le débarquement je mets une dizaine d'hélicoptères avec des F-16 qui tirent des missiles sur les nazis, on va me dire ah ben non mais c'est complètement con. Je fais oui, mais ça va, il y a quoi, il y a 50 ans d'écart, on s'en branle. Je veux dire, le dernier film Les Trois Mousquetaires, il y avait 300 ans d'écart entre les mousquets, enfin avec les fusils qu'avaient les mousquetaires et les mousquetaires en eux-mêmes. Donc j'ai le droit de mettre des F-16 dans mon film sur le débarquement. et c'est ça, moi, qui est le problème. Bah, au moins, ça assumerait l'écart avec le réel et les gens s'y prêtent. Disons que ça serait un délire assumé, quoi. Il y a des œuvres historiques qui assument leur. Oui, non, après, moi je dis que c'est historique. Avec délire assumé, tu utilises bien le terme, et justement, c'est un truc sur lequel je voulais rebondir par rapport à ça. Il faut que j'arrête avec ce mot. Tapez-moi. Ah, c'est le premier, et tu as échoué. C'est la deuxième. Tu es le perdant. C'est la deuxième fois que je le dis, ouais. Et donc, il y a un film dont je voulais parler aussi, c'est par exemple les films de Tarantino, qui se fait bien plaisir avec l'histoire, donc essentiellement dans Inglourious Basterds, où il n'y a rien qui va, et aussi il s'est éclaté avec il avait envie de changer de fin pour Sharon Tate dans voilà, Once Upon a Time in Hollywood. Once Upon a Time in Hollywood. Voilà. Et donc du coup c'est vrai que c'est un mec qui s'éclate avec l'histoire aussi, sauf qu'il y a un côté peut-être assez fun pour qu'on comprenne que tout est faux, presque comique, j'ai envie de dire. Est-ce que là, du coup, c'est pardonnable, ou est-ce qu'on peut se dire, ouais, c'est quand même un peu limite, parce qu'on peut croire là, que c'est vrai, c'est presque un nouveau genre, enfin, c'est un genre à part entière, c'est l'Uchronie, et du coup, il y a presque ce côté de se dire, j'essaye d'être réaliste un maximum, sauf à la fin où je pars en couille, et justement, je me fais plaisir pour parce Once que... Upon a Time, mais pour... pour Inglourious Basterds aussi, ça, c'est une Uchronie. À la fin ou avec le... C'est pas un peu tout le film qui est quand même vachement exagéré. Oui, plus ou moins, mais je veux dire, ça part quand même d'une base réelle. Ouais. Pour après, oui, se faire plaisir. Après, je sais pas forcément à quel moment c'est une Uchronie, si c'est juste la fin ou pas, mais oui, là, du coup, c'est encore autre chose. Mais oui, souvent, j'ai l'impression que c'est ça aussi pour l'Uchronie, c'est le côté... la vraie vie, elle est bien, mais venez imaginer, il s'est passé ça, c'est un truc de fou, et après tu fais ton film et tu pars dans un délire. Ouais, c'est ça.
Ouais, mais puis même si on a envie d'écrire une histoire totalement fictive ou plein de trucs, enfin, encore une fois, tu vois, l'histoire c'est pas le problème. Moi je pense que c'est comment on vend le film le problème. C'est si on te vend un film historique 100% accurate en disant c'est comme ça, c'est vrai comme. Ben, Ridley Scott te dit que Napoléon c'est ça et puis c'est tout. Hein, où Napoléon tout d'un coup se retrouve sur une colline, comment ça s'appelle, une espèce de montagne enneigée avec des sapins à la bataille d'Austerlitz, où tu as 80% de l'armée autrichienne qui meurt dans des lacs gelés, où tout d'un coup il te dit c'est ça la bataille d'Austerlitz, ça va non, enfin, je veux dire, les Autrichiens sont pas d'accord, les Français sont pas d'accord, t'as pas vu un seul documentaire, je veux dire, sur YouTube il y a des documentaires sur la bataille d'Austerlitz qui sont mieux faits que le film de Ridley Scott. Donc, tu vois, moi je pense que c'est comment on présente le film. Si on te dit Tarantino ça s'appelle Inglourious Bastard, il n'y a jamais tiré d'histoire vraie. Hein. On bute des nazis à coups de batte. alors que si t'arrives, tu fais c'est comme ça que ça s'est passé, ok? Ou quand on te dit ou qu'on commence à défendre ou quand le réalisateur commence à défendre la vérité historique de ton film en disant les Trois Mousquetaires, on sait, mais et au cordeau les Trois Mousquetaires, hein, ouais, il y a 300 ans d'écart entre l'histoire qui se passe et les films, les fusils qu'on file aux gars, mais au cordeau l'histoire. Bon, voilà. Tu vois, dans le Chevalier, personne n'a parlé de l'historicité des musiques rock'n'roll faites à la trompette. Ouais, mais après, même ceux qui ont une démarche, on va dire, réaliste. Imaginons par exemple un film qui sort et qui est parfaitement en accord avec les réalités historiques qui font consensus aujourd'hui. Eh ben, par exemple, il y a des biais aussi chez les archéologues, et c'est ça qui est intéressant, c'est que, par exemple, il y avait tout un cimetière où il y avait des guerriers qui ont été retrouvés avec des haches, avec tout ça, et à l'époque, les archéologues de l'époque ont décrété que du coup, tout ce cimetière, il n'y avait que des hommes. Parce que si c'était des squelettes et qu'il y avait des haches à côté, ça ne pouvait être que des hommes. Attends, non, nos femmes, elles sont dans la tambouille, là, elles portent des bijoux, qu'est-ce qu'elles iraient se battre avec une hache ? Et plus tard, quand la technologie nous a permis d'analyser les squelettes, il s'avère qu'il y avait une bonne part, qu'il y avait des femmes dans ce cimetière, qui avaient des haches à côté, et qui donc a amené au goût du jour le fait qu'il y avait donc des guerrières dans cette tribu. Mais les archéologues de l'époque n'ont pas du tout envisagé qu'il puisse y avoir des femmes à partir du moment où il y avait une hache à côté du cadavre. Parce que leurs propres biais culturels ont influencé leur avis sur le fait d'interpréter que dans cette culture, il n'y avait que des hommes guerriers. Parce que pour eux, quelque part, c'était un peu... pas réaliste. Voilà, c'était pas réaliste qu'il puisse y avoir des femmes guerrières. Et des biais comme ça que vont avoir les archéologues par rapport à nos biais culturels, par rapport à notre vision du monde, à notre culture, tout ça, en fait, ils sont effectifs à chaque instant. Et peut-être que dans 10 ans, plein de choses qu'on considère comme étant de l'acquis aujourd'hui vont être contredites demain. Et c'est en ça que... Alors, je dis pas qu'il faut faire tout faux, c'est pas mon parti pris, je suis pas en train de dire que demain, l'histoire, on lui roule dessus, on s'en fout. Moi, je suis pas fondamentalement contre un peu de réalisme, ça peut être très intéressant d'avoir justement une réalité historique dans certains films. Mais je pense qu'il faut pas la rendre trop fondamentale, ce respect-là ne doit pas être trop fondamental, parce que c'est rendre une certaine vérité comme étant plus fondamentale qu'elle ne l'est réellement. Et là, je parle de la réalité historique, qui n'est déjà pas, pour moi, une vérité fondamentale. Et oui, c'est intéressant de suivre les recherches, de suivre les contradictions, de suivre l'évolution de ces recherches, mais justement, les prendre comme telles. C'est-à-dire des hypothèses, alors certes, avec certaines choses qui vont être un peu plus avérées que d'autres, certaines choses qui vont faire un peu plus consensus de l'autre, hein, mais en partant quand même du principe qu'à certaines époques, des choses ont fait un consensus absolu, scientifique, un consensus absolu archéologique, et ont pourtant été contredits dans les années qui suivaient. Et parce que, comme je disais, la réalité et la vérité est beaucoup plus complexe qu'on ne l'entend. Et en fait, moi, je pense que c'est ça, juste qu'on doit tous se rentrer dans le crâne. Que ce soit quand on regarde un film, ou quand on est en train de lire un pavé sur les découvertes historiques de telle époque. C'est garder en tête que la vérité est pas si facile d'accès que ça, et surtout quand il s'agit d'un temps ancien, qu'on l'aura jamais parfaitement. Et c'est le moment où je pense à une conversation qu'on avait eue, Erwan, toi et moi, autour d'un bol de ramen, mais où tu m'avais dit que
que même les documentaires, parce que c'est vrai que souvent on a ce truc qui rentre un peu dans le langage courant de dire oui, mais si tu veux voir un film histo, tu regardes un documentaire. Et là tu avais ce truc de me dire oui, mais même les documentaires sont faits par des gens qui ont une vision propre à eux et qui des fois peut être aussi un peu biaisée par rapport à la vraie vie, parce que la vraie vie déjà elle est biaisée par rapport à tout ce, par rapport au temps qui passe, par rapport à la façon dont elle est racontée, par rapport à plein de choses. Et du coup, là, derrière ça, il y a un gars qui arrive, c'est un seul gars qui dit je veux faire un documentaire. Mais du coup, il y a encore un truc qui fait que peut-être c'est pas 100% la vérité. Donc c'est toujours ce truc où tu te dis mais où est la limite en fait entre Ridley Scott qui arrive et qui dit mon film est histo, mais tout le monde sait que c'est pas le cas, et un documentaire que tu regardes en te disant là je regarde le documentaire, normalement tout est histo. Et au final, quand tu y réfléchis, tu te dis peut-être pas tant que ça. C'est ça qui est compliqué à évaluer, je trouve. Non, mais je comprends, mais après, du coup, pour répondre à ça, déjà, je veux dire, on parle d'histoire, on parle de la vérité qu'on a maintenant. Enfin, moi, je comprends ton argument, même si j'arrive pas à me le rentrer en tête, parce que tout bêtement, on fait des films pour le présent. Tu vas pas, et vu que c'est une vérité qui fait consensus, c'est la vérité sur le temps présent. Après, on peut ouvrir des débats philosophiques sur la vérité, mais si c'est la vérité actuelle, eh ben ça veut dire que c'est la vérité. Et il y a pas de débat à avoir sur la vérité. Si c'est une thèse qui fait consensus et que c'est plus une thèse, eh ben c'est la vérité. Dans 20 ans, si ça fera plus consensus, eh ben ça sera plus la vérité. Mais ce que je veux dire, c'est que vu qu'on fait des films pour le présent, tu peux pas dire ah ben on va pas mettre ça parce que c'est vrai. Mais peut-être que dans 20 ans ça sera pas vrai parce que ça marche pas, et surtout qu'il y a des thèses dont sont irréfutables matériellement parlant, et c'est pour ça que et puis outre en plus ça rejoint l'argument qu'on avait dit précédemment il y a quelques temps sur les coupes de Vikings et les tatouages, et ben c'est que c'est un marqueur d'une époque. Du coup les erreurs archéologiques, au lieu d'avoir des erreurs des erreurs qui sont pas du tout de l'histoire et qui sont juste sorties du chapeau scénaristique, on aura des erreurs contextuelles et historiques qui marqueront une époque du coup. Donc moi je préfère me tromper parce qu'il y a des gens qui ont réfléchi au fait que ça peut être ça, plutôt que des gens qui disent n'importe quoi en mode YOLO, il sera plus stylé avec les cheveux coupés sur le côté. Ne leur mettons pas de casque parce que comme tout le monde sait, personne ne se bat avec des casques puisque les flèches passent à côté des têtes comme durant les batailles, et voilà. Moi je préfère avoir des gens qui se trompent en pensant bien faire que des gens qui se trompent en sachant qu'ils se trompent. Mais après c'est dit Après, quand on sait pas quelle coupe ils ont, c'est difficile de faire quelque chose qui marche, puisqu'on sait pas quelle coupe ils ont. Donc que ça soit rasé, coupe au bol ou quoi que ce soit, en fait, ça sera jamais bon, puisqu'on sait pas ce qui est... Il n'y a pas de thèse sur la réalité. Je voulais dire ça aussi tout à l'heure, c'est vrai que je t'avais pas coupé, mais je suis totalement d'accord avec ton point de vue, Cassandre. C'est que je me disais, tu as dit, Erwan, qu'on ne le sait pas, donc on peut imaginer ce qu'on veut du coup. oui, c'est vrai qu'on peut imaginer bien sûr ce qu'on veut. Bah, après il y a des trucs on retrouve des mecs morts, certains trucs un peu après la période, et des mecs à côté, et rapidement tu te dis les mecs sont un peu coiffés pareil, donc on a quand même des idées, surtout des cheveux longs globalement, mais après oui bien sûr on pourra jamais savoir à 100% quoi. C'est ça que j'aime bien avec l'histoire. Pour moi, je trouve qu'on touche un petit peu à une opposition précédente qu'on avait eue sur la vision de l'objectivité, qui était pour moi que l'objectivité n'était jamais une réalité, et que pour toi, que l'objectivité était celle du plus grand nombre. Pour moi, je trouve qu'on retrouve un petit peu ce débat-là là-dedans, avec ta vision de l'histoire et la mienne. C'est vrai. Mais du coup, c'est super intéressant d'entendre vos deux points de vue, parce que vous y arrivez vraiment à avoir chacun des arguments assez cool. Et Benjamin qui arrive à comprendre les deux comme d'habitude, c'est merveilleux. J'essaye. De médiateur. Et oui. Et avant de terminer un petit peu tout ça, on va partir sur un autre sujet un petit peu plus sur les films tirés d'histoires vraies. Ça peut être n'importe quel événement, ça va souvent être des événements ou quoi que ce soit. Et justement, il y a des réalisateurs qui jouent sur ça. Donc le plus connu, je sais pas, pour de vrai, je n'ai pas d'autres exemples, mais le plus connu c'est Fargo, des frères Coen.
qui dit dès le début un carton en disant c'est tiré d'une histoire vraie, sauf que pas du tout. Il n'y a rien de vrai dans ce film, et il y a encore plein de gens du coup qui croient que c'est une histoire vraie, parce que si tu l'as pas cherché sur internet ou que tu n'es pas tombé sur une interview qui le dit, bah, tu le sais pas que c'est pas tiré d'une histoire vraie, parce que le carton de film te le dit au début, donc tu le crois. À quoi ça sert, vous pensez? Qu'est-ce qu'on essaie de te faire ressentir, à te dire, au-delà de te mentir en fait, parce que s'il y a un mensonge, c'est pour une raison à ce moment-là. Qu'est-ce que c'est qu'on cherche à faire ressentir à un spectateur en te disant c'est tiré d'une histoire vraie, alors que ça ne l'est pas? Qu'est-ce que vous pensez de ça? Bah, moi, je dirais qu'il y a deux partis pris. C'est un peu comme les faux documentaires. Il y a le parti pris de on va faire quelque chose de qui va être aberrant, on va dire, mais qui va être comment dire un peu, enfin presque scandaleux, qui va jouer un petit peu ça va teaser auprès des spectateurs. Et ça va être en quelque part, on va dire, mal intentionné, dans le sens où la vérité va être transformée volontairement pour créer justement des tensions, tout ça, mais sans questionner cette tendance. Alors que là où je vais bien aimer la démarche, c'est ceux qui la questionnent, ceux qui vont justement en quelque sorte te faire tomber dans le piège, te faire tomber dans le panneau, pour après te dire, maintenant que t'es dans le trou, t'as pas des questions à te poser sur justement qu'est-ce qui est pour toi la réalité ou pas. Et c'est là où je vais bien aimer aussi la démarche dans les faux documentaires, c'est de te faire adhérer à une forme de réalité, parce qu'il y a des partis pris comme certaines expériences sociales où on voit qu'il y a une sorte de, comment dire, de croyance envers l'autorité, où l'autorité arrive et te dit bah ça c'est vrai, ah je te crois, tu es une figure d'autorité pour moi. Et en fait, j'aime ce qui questionne cet aspect-là, ce qui questionne, ce qui nous fait dire et si les figures d'autorité, ou si ceux qui faisaient des documentaires, ou si ceux qui font des films, eh ben, ils pouvaient se tromper, ou même nous manipuler volontairement, avoir une certaine idéologie dans leurs films, ou dans leurs œuvres, essayer de la propager. Et en fait, j'aime bien les œuvres qui mettent ça en avant, parce que justement, ça alimente le scepticisme qui va pour moi avec l'idée justement que la réalité n'est jamais aussi fondamentale qu'on aurait envie de la croire, d'y adhérer. Et là où ceux qui se servent de ces biais pour au contraire te faire tomber dedans et être en mode justement j'espère que t'as adoré mon œuvre, j'espère que t'as bien toutes ces idées fausses en tête, mais que du coup tu vas les propager parce que moi c'est ça qui m'intéresse, et ben là c'est pas la même chose. Donc je dirais que ça dépend du versant, ça dépend de comment l'œuvre se sert de sa façon de te tromper, justement pour te questionner ou te manipuler. En fait, ça va être pour moi les deux versants de cette démarche. C'est un truc qui peut être, encore une fois, intéressant quand c'est bien fait. Alors évidemment, vous allez me dire, tout peut être bien quand c'est bien fait, mais là, ce que je veux dire, c'est que je pense que c'est un truc qui pouvait marcher sur moi, justement à l'époque où j'étais plus enclin à regarder des trucs inspirés de faits réels ou quoi. C'est vrai que maintenant j'ai un peu ce truc de me dire que ça me parle moins, parce que justement maintenant comme on disait au début Michael, c'est que je regarde des films et je me dis si le film est bien, honnêtement que ce soit vrai ou pas vrai je m'en fous. Et c'est vrai que j'ai un exemple parlant qui prend justement le parti pris de dire au début du film ce film est tiré d'une histoire vraie, mais en fait pas du tout. C'est Megan is Missing, qui est un des films un des plus horribles que j'ai vu de ma vie, mais très bien. Et du coup il y a ce truc. Alors en plus là je pense que c'est un bon exemple parce que la mise en scène et la réalisation est servie, le côté fait réel sert toute la mise en scène et la réalisation du film, dans le sens où le film est justement monté comme c'est pas vraiment un faux documentaire, mais il y a ce côté où en fait le film va être filmé à des moments comme un extrait de journal télévisé. Après ça va être des photos que tu pourrais retrouver sur internet fait avec un portable ou des trucs comme ça. Des fois il y a des captures d'écran. Donc il y a plein de choses comme ça qui font que c'est vraiment où tu as l'impression qu'un gars a vraiment récolté plein d'enregistrements qu'il a pris par-ci par-là, que ce soit à la télé, sur son ordinateur ou sur internet ou quoi. Et il a fait un film avec ça. Et du coup là, le fait de dire c'est une histoire vraie, ça rajoute un clou au fait que à tout ce qu'est le film en fait. Et c'est vrai que le film, sans le côté réaliste de tout ce qui est réalisation et mise en scène, qui utilise justement tous ces trucs de notre vraie vie à nous, de notre de ce qui crée les médias et tout visuels qu'on a voilà, dans notre salon, dans notre bureau avec les ordinateurs et tout.
Et là, je pense que c'est utile. Après, je pense qu'il y a des films où c'est clairement vendeur parce que ça fait bien de dire c'est une histoire vraie et de dire après, ah bah non, en fait, c'est pas une histoire vraie, mais c'est vendeur de dire juste c'est une histoire vraie parce qu'il y a des gens, et j'en ai fait partie, de ce truc de quand dans une bande-annonce je voyais inspiré de faits réels, ben j'étais genre, ben, trop bien, c'est une histoire vraie, donc j'ai un peu plus envie d'y aller. Sauf que je pense qu'il y a quand même beaucoup de cas où c'est inspiré d'une histoire vraie, mais pas vraiment, mais on le met parce que ça peut attirer des gens. Je pense qu'il y a malheureusement ce côté-là. Mais voilà, encore une fois, je pense que les deux existent, et je pense que c'est pas toujours bien utilisé. Et Juan, un avis sur le sujet? Ouais, en vrai, ben, moi je pense déjà que c'est dans des films un peu spécifiques d'avoir ça. Je veux dire, on va les avoir soit dans des films d'horreur ou alors les thrillers, les drames. Parce que j'ai jamais vu inspiré d'histoire vraie, ce fermier va sauver sa ferme en vendant des cochons. Tu vois, voilà, ça nous impacte pas trop. Mais moi, je pense que il y a un côté pour les films d'horreur, c'est vraiment pour foutre la trouille aux kidam en mode oh putain, ça pourrait être nous quoi. Et mais dans le drame, il y a vraiment ce truc de sur je sais pas, des gens qui disparaissent, tu te sens beaucoup plus touché parce que tu te dis ah putain, ça nous touche parce que ça peut être nous, parce que des histoires d'enlèvement, des histoires de meurtre, c'est un peu partout. Et je pense que c'est une façon un peu, j'ai envie de dire un peu molle et un peu facile d'embringuer rapidement le spectateur dans ton film, parce que tu dis ah attention, ça pourrait être toi. Parce qu'il y a aussi les histoires vraies qui sont fausses, mais on oublie aussi les histoires vraies qui sont vraies, genre inspirées d'histoires vraies, et où tu récupères des drames qui je trouve que sont quand même un peu plus putassiers, de récupérer des grosses affaires de drames et de les réutiliser. Mais c'est vrai que c'est un procédé qui permet aussi d'ancrer dans la réalité quand tu veux faire un film un peu un thriller. Souvent c'est des trucs un peu thriller ou même qui font un peu peur. C'est vrai que ça ancre ton film un peu plus dans la réalité, qui dit c'est pas seulement quelqu'un au pif, c'est une histoire vraie, c'est plus dramatique. Et après il y a aussi ceux qui s'en moquent, pas du fait que voilà, mais qui utilisent le cliché comme un cliché, genre tout bêtement le début de ce film philosophique qui s'appelle qui part de la colline 732 et qui dit que ce film n'est pas leur histoire. mais voilà aussi, ce qui prouve aussi que c'est devenu un cliché de cinéma, puisque on s'en moque dans les films. Voilà. Ce que tu dis aussi là, notamment au niveau des thrillers et tout, je pense notamment au film Massacre à la tronçonneuse, que ce soit le vrai, l'original ou les remakes, qui justement, il y a ce truc, c'est un peu comme tout à l'heure je parlais des adaptations, mais il y a un peu ce côté presque dans les contes Disney, où tu sais que c'est pas Disney qui a créé ça, il s'est inspiré d'un conte qui est vraiment réel, mais quand tu regardes le conte de base et le Disney, il y a vraiment 3 détails qui sont communs au truc, mais après le reste c'est que de la liberté en fait. Et là c'est un peu le cas quand c'est tiré d'histoire vraie, et notamment pour le gars qui a été pris à la base du film Massacre à la tronçonneuse. Bon, quand tu te renseignes vraiment sur la base du tueur, sur ce qu'il était vraiment, sur d'où il vient et tout, bon, tu te rends compte que, encore une fois, le film Massacre en tronçonneuse, oui, il y a une inspiration. Après, est-ce que c'est genre la biographie du mec, enfin le biopic du mec? Non, parce qu'il y a plein d'autres choses qui sont justement enjolivées et romancées et tout. Mais voilà, il y a ce truc de ça peut marcher de dire oui, lui il a vraiment existé. Alors attention, et comme dit Erwan, oui, en plus dans les côtés un peu sombres et tout, je pense que c'est aussi humain le côté quand tu te mets autour d'un feu et que tu racontes une histoire d'horreur. Bon si on te dit cette histoire je viens de l'inventer, ça aura peut-être moins d'impact que si tu dis alors ça j'ai entendu qu'apparemment c'était vrai parce que il y a des articles et tout, tu vois.
Donc ça, c'est aussi, je pense, une partie de l'être humain qui fait qu'il est peut-être plus touché par ce qu'il pense être réel. Après, il y a aussi tout le problème de inspirer de faits réels. Tu mets tout et rien, quoi. Tu dis, Oui, c'est mais ça, votre c'est film, ça, c'est le mot, il n'a inspirer. rien à voir avec la réalité. Ah bah si, il y a deux flics qui boivent un café dans l'histoire, il y a deux flics qui ont bu un café dans l'histoire de triple homicide, donc c'est inspiré de faits réels. Bah ouais. Je vais changer un peu, mais Benjamin, je sais pas si tu te souviens de Killing Bono. J'allais en parler. Bien du film. J'ai vraiment sa fiche sous les yeux là, Ah, ok. justement. La fin du film, en fait, au début, en fait, le film il est à moitié historique évidemment, très romancé et tout. C'est un peu foutu justement comme Amadeus, c'est-à-dire qu'on voit le groupe U2, mais du point de vue de leurs concurrents. Donc, et des concurrents ratés en plus, hein, parce que c'est des mecs qui essaient de les concurrencer mais qui n'y arrivent pas du début à la fin. Et justement, c'est un film, tu sais plus ou moins que c'est un peu tiré d'une histoire vraie, et la fin te rattrape complètement sur le fait que ce soit une histoire vraie, et ça te fait presque un choc. C'est-à-dire qu'ils sont partants pour aller rattraper un truc pour leur carrière en fait. Ils doivent vite choper un bus, et ils arrivent, ils courent. Et en fait, il y en a un, il se casse la gueule. Et là, il y a le panneau de fin qui affiche ils ont raté leur bus. Maintenant, lui, il fait de la musique pour des mariages. Lui, il fait ça. Et là, tu fais oh putain. Et vraiment, le film finit sur ça, sur le fait que tu as encore un regain t'es dans le film en fait. Et la réalité te rattrape avec le panneau. Et tu fais ah ouais, putain. Et la réalité, c'est une pute. Donc voilà. Et j'ai bien aimé ce film pour ça. Pour ce côté que, en fait, on te montre plus en plus que le film est quand même une bonne fiction, parce qu'il y a quand même vachement, il y a carrément une tentative de meurtre et tout qui n'a jamais eu lieu dans la vraie vie. Et le panneau de fin te ramène à ce qui est vrai. Et du coup, tu fais ok, ça c'est quand même super bien. Et c'était assez bien foutu. Pour le coup, ça fait partie des films. Alors, je sais pas si j'avais poussé le truc jusqu'à voir les différences entre la vraie vie ou le film. Mais je sais que, notamment, j'étais allé voir, après ce film, j'étais allé chercher des sons de ce groupe-là. Et en fait, ce groupe est tellement inexistant. Et justement, c'est là où tu dis que le film est cool. C'est que justement, il raconte l'histoire d'un groupe qui n'a jamais percé, mais littéralement. Et genre, quand tu tapes le nom du groupe genre sur YouTube, je crois que les gars n'ont même pas réussi à faire un clip qui tient la route. Je crois que la seule musique que j'avais trouvée de ce groupe, c'était genre un truc filmé dans les années 80 avec un vieux caméscope dégueulasse dans un concert, mais genre un concert où il y a trois pelés tondus dans un garage, tu vois. Et c'est ça la seule vidéo que tu as de ce groupe. Et tu te dis, putain, mais c'est ouf, quoi. Genre, c'est ça que j'aime bien aussi dans ce genre de film. C'est vraiment le genre d'histoire vraie où presque le fait de... En fait, il y a des fois des films comme ça où tu prends juste l'histoire et juste que tu oublies le côté cinéma, l'histoire est folle de base, quoi. Et du coup, tu fais un film, alors tu mets des trucs plus ou moins réels et tu peux romancer et tout. Mais je veux dire, déjà de base, l'histoire est folle et du coup, t'as presque pas besoin ou peu de raconter des trucs qui ne sont pas dans le film, parce que tu te dis des fois tu lis des faits réels et tu dis mais ça pourrait être en film. Et c'est ce genre de films là qui sont vraiment cool. C'est ce qui marche avec les films à la lettre, quoi. Ce qui marche avec les trucs de gangsters, quand tu vois les véritables trucs de l'époque, de l'époque des gangsters ou quoi que ce soit, où tu fais mais c'était fou. J'ai perdu le nom. Comment ça s'appelle en Amérique, la prohibition, toute l'époque de la prohibition, les trucs comme ça, c'est fou, quoi. Tu fais mais waouh, c'est vraiment c'est du film, tout ça, c'est un truc de fou, c'est du cinéma. Ouais. Mais d'ailleurs, je pense que c'est le moment d'en parler, mais No Pain No Gain, donc un film de Michael Bay avec Dwayne Johnson, Marky Mark alias Mark Wahlberg et le Faucon, j'ai oublié son nom. Bref, le Faucon qui est donc le nouveau Captain America. Et je sais que dans ce film-là, justement, pareil, l'histoire est assez barrée de base. Et je sais que là, c'est pareil, c'est très cool d'avoir un réal qui assume et qui se sert du fait que c'est une histoire vraie pour presque rajouter de la mise en scène au truc. Notamment où, dans une scène, tu vois Dwayne Johnson qui est en train de faire cuire un truc au barbecue. Et en fait, tu comprends que la scène d'avant, en fait, c'est parce qu'il est en train de cuire un membre d'un mec qu'il a tué juste avant. Et tu vois cette scène improbable où Dwayne Johnson est en train de faire cuire un bras ou un pied d'un mec dans un jardin ou je sais pas quoi.
et t'as carrément un écriteau enfin je sais pas si c'est genre un carton ou je sais pas si c'est un noir ou quoi, mais t'as vraiment un truc où c'est écrit ce film est toujours tiré d'une histoire vraie. Et là tu te dis mais c'est du génie de te dire c'est tellement fou, les gens vont pas croire que c'est une histoire vraie, ils vont se dire non mais ce moment-là il est romancé, c'est pas possible. Et non, d'appuyer le truc en disant non là ce que tu dis, ce que tu vois et que tu dis que c'est le truc le plus fou du film, bah c'est là pour le coup c'est un truc qui est vraiment vrai quoi. Et c'est génial de faire ça, je trouve, de l'utiliser autant quoi. Ça me fait penser à une série qui s'appelle SAS Rogue Heroes. Et où en fait ça commence par ceci est inspiré de faits réels, aussi improbable que ça le puisse paraître. Et c'est vrai que c'est très improbable ce qui se passe dedans. C'est vraiment des thugs en fait. Donc la série est très intéressante. Il y a une ambiance un peu à la Tarantino sur la Deuxième Guerre mondiale. Et le fait de partir là-dessus, bah, c'est vrai que c'est intéressant. Parce que, comme je dis, il y a vraiment une ambiance à la Tarantino, avec un truc très décomplexé, avec des personnages très thugs, qui font des absurdités, qui vont faire des trucs qui ont l'air épiques, et qu'après ils se plantent, mais d'une puissance. Et tu te dis un peu, mais qui les a laissés faire ça? Donc ouais, ça peut vraiment être intéressant de jouer justement avec cet aspect du réel, un petit peu pour te montrer un petit peu à quel point la vie peut être improbable. Et le film dont vous parliez un petit peu plus tôt, là, qui s'est fini sur le fait qu'ils ont loupé leur bus et que je connaissais pas, mais j'adore le parti pris. Parce que c'est vrai que mine de rien, le fait qu'il y ait des biopics qui soient que sur des personnalités, enfin, ou disons très majoritairement sur des personnalités qui sont, comment dire, validées par l'histoire, qui sont on va dire des hommes et des femmes providentiels. Personnes qui ont réussi, qui sont le témoignage de la méritocratie, entre guillemets. Et bah mine de rien, ça donne aussi une idée, entre guillemets, faussée du réel aussi. Parce que quand tu tapes plein de biopics comme ça sur avec un peu d'acharnement et les choses au bon endroit, tu seras récompensé dans la vie. Parce que la vie est juste et bienveillante, nous le savons tous. Et du coup, bah, j'aime bien le fait qu'effectivement, il y ait des films tels que celui que vous avez cité qui fait ce truc opposé en mode, bah ouais, des fois, la vie, c'est une pute. Et, et du coup, bah, dans l'abondance des biopics qui citent l'inverse, c'est intéressant. Sachant qu'en plus, même au niveau vendeur, c'est assez intelligent parce que le Real a quand même il y a le groupe U2 dans le film. Enfin, je veux dire, le groupe est enfin, Bono justement en l'occurrence est un personnage très important. Mais en fait, c'est presque l'antagoniste, même s'il n'est pas vraiment méchant, parce que c'est juste que l'autre, bah du coup, il est juste jaloux de voir que genre presque à chaque fois où ils ont des grandes opportunités pour potentiellement percer, il y a genre U2 qui passe dans la ville à côté et du coup bah, tout le monde va voir U2 parce qu'ils sont plus connus que les autres et tout. Il y a que des trucs comme ça, mais du coup il y a un peu ce côté là où moi le premier quand j'ai vu ce film je me suis dit c'est un peu un film sur U2 et du coup bah, je vais le regarder parce que j'aime un groupe, mais du coup après au final bah, tu regardes le film et le film te surprend quoi, et du coup c'est génial. Moi je veux juste dire un truc qui me tient à cœur sur l'histoire qui en rapport avec la SF. Voilà, c'est un truc, un cliché de film historique qui moi me révulse au plus haut point. Enfin, outre les problèmes d'armement, tout ça, on l'a compris. De toute façon, ça énerve 4 personnes en France, dont moi. De toute façon, on a un groupe Facebook sur les gens que ça énerve. Mais non, moi c'est un truc que je trouve bien. En fait, c'est grâce à une série de SF. Pour moi, je croyais que ça allait montrer aux producteurs et aux réalisateurs de films historiques un problème, mais en fait, ça n'a pas du tout fonctionné. C'est les comédiens qui retirent leur casque durant une bataille, en fait, qui, au bout d'un moment, très souvent, dans les films historiques, ils perdent leur casque, ils le font tomber parce qu'on a payé cher en comédien, on a besoin de le voir, ou alors on fait des casques qui ressemblent à rien et on fait des casques qui ressemblent à rien parce qu'on a besoin de voir le comédien qui est en dessous. Et en fait, moi, depuis la série The Mandalorian, je me suis dit, cool, on a montré qu'on pouvait avoir des émotions et suivre un personnage sur 4 saisons et identifier un personnage qui est derrière un masque et on voit pas l'acteur. Je me suis dit, pour 2 scènes de bataille, ça y est, ils vont garder leur casque, que ça soit un peu histo-accurate et qu'ils arrêtent d'être protégés par le scénarium et qu'ils soient protégés par leur scénarium qu'on appelle une armure qui fonctionne. C'est pour ça que les gens le portent, une armure. D'ailleurs, on fait pas chier d'avoir 30 kilos sur le dos
pour faire joli. Et en fait, quand j'ai vu Gladiator 2, alors j'aurais dû me douter aussi, mais 30 secondes, Pedro Pascal en retire son casque. Alors quand même, il a resté 2 saisons The Mandalorian avec un casque, et pourtant au bout de 30 secondes, il retire son casque, et je suis très la douleur. Voilà. Ce que j'avais En même temps, le casque de Mandalorian n'est pas trop histo au niveau de l'époque de Gladiator 2, je crois. Il me semble. Je connais pas grand-chose, mais... Non, mais il montre quelqu'un avec un casque et qui le garde. Mais par contre, les armures de The Mandalorian sont plus histo que Gladiator 2. Parce qu'ils arrêtent des trucs, les armures. De toute façon, Pedro Pascal, je crois qu'il aime bien montrer sa face, parce qu'il me semble que Last of Us, c'est pareil. C'était lui j'avais lu un article qui disait que c'était lui qui avait pas voulu mettre les masques à gaz iconiques, en fait, qui protègent des miasmes, des champignons dans la série Last of Us, et qu'il y a dans le jeu, du coup. Il a pas voulu le porter parce qu'il voulait à tout prix qu'on voit son visage. Donc il a négocié ça, et ils ont fait en sorte que les miasmes, ils fonctionnent différemment. Les miasmes des champignons. Parce qu'il voulait... Aïe. Bah ouais, Ouais, il y a un peu ce côté-là. Comme ça tu me fait dis, penser à justement, Louis je de pense que Funès dans The qui- Mandalorian, il a tellement pas vu sa tête qu'il s'est dit maintenant tous les autres trucs dans lesquels vous me mettez, je veux qu'on me voit quoi. ça me fait penser à la petite histoire de Louis de Funès qui a été à l'époque qui a été approché pour jouer à Astérix et qui a dit mais si je joue Astérix je veux pas de moustache parce que je veux que les gens me reconnaissent. Et voilà, du coup on n'a pas eu de Louis de Funès en Astérix alors que ça aurait été pas mal je pense. Carrément, il a totalement le caractère. Ouais. Ça y est, c'est le moment de digression. Au bout de 1h40 de podcast, on a réussi. Ça y fallait est. bien. Eh bien, c'était super, comme d'habitude, un excellent épisode avec vous. Vous avez été, mais pour de vrai, vous m'avez fasciné. J'ai adoré vous écouter parler, parce que je vous ai laissé pas mal parler, mais parce que j'avais pas grand chose à dire pour de vrai. Et j'étais super content d'entendre que vous aviez autant de choses à dire. Je sais même pas si vous-même vous saviez que vous aviez autant de choses à dire, mais Non. C'était vraiment trop cool. J'ai passé, moi, là, en tant que présentateur, j'ai passé un super épisode en tant qu'auditeur, clairement. Donc, c'était vraiment excellent. Donc, merci à vous. Je vous souhaite Merci donc... à toi. Merci à toi. Ouais. Merci. Grave. Je vous souhaite donc à tous une très bonne soirée. Et on se dit à bientôt. Ciao. À bientôt, bisous. Ciao, à bientôt. Hop. Et on n'oublie pas les cinéphiles, si ce podcast vous a plu, vous pouvez en parler autour de vous et le partager. Et pour nous soutenir, vous pouvez laisser 5 étoiles, un avis et vous abonner. Allez, la bisette.